Blah blah swing, blah blah swing, blah blah swing, blah blah swing. Salut les swing dancers, c'est Julien pour Blabla Swing et aujourd'hui je suis enfin avec Franck Balbin. Bonjour Franck. Bonjour Julien. Quelques mots sur toi, comment tu te présenterais? Eh bien écoute Julien, je m'appelle Franck Balbin. Je m'appelle Franck Balbin. Et on m'attribue le fait d'avoir réintroduit le swing en France. Mais avant tout, je suis un passionné de danse et de musique et surtout de jazz. Ouais, ça va tellement loin ta passion du jazz que tu roules en voiture qui s'appelle jazz quand même. Ça va jusque-là quoi. Je l'ai vu. J'ai fait attention à ça. Et ben oui, et donc c'est pas rien. Je pense que bon, tu le sais, ça fait très longtemps que je souhaitais te rencontrer et t'interviewer. Je pense qu'il y a beaucoup de danseurs de Lindy Hop, de Balboa, qui ne mesurent pas, qui ne savent pas à quel point on te doit beaucoup de choses. Et j'espère que cet enregistrement va aider à reprendre une juste place dans la grande histoire. Merci d'avance. Alors comment tout ça, comment ça a commencé pour toi? Comment tu as découvert les danses de manière générale? Bon, la danse en général, d'une manière très très simple, parce que j'étais dans une famille où la passion était la danse. Mon père, tous les dimanches jeune, son occupation c'était d'aller danser dans les bals. Alors il était pendant l'après-guerre, il était de Lorraine, il y avait énormément de camps de GI américains et l'armée américaine organisait des tournées avec des grandes pointures américaines qui, entre autres, après ces festivals, enregistraient les V-Discs, les Victory Discs, ouais, la marque de l'armée américaine. Mais entre autres, il a pu voir des tas de musiciens américains. Et le dimanche, c'était une famille, il était d'une famille assez modeste, mais leur passion, c'était son occupation le dimanche, où quand il y avait des pointures américaines, ils étaient à l'affût de ça et ils allaient danser. Et ma mère de même me disait qu'elle avait appris à danser juste après la guerre avec sa famille, mais aussi pendant les bals, parce qu'elle venait des Ardennes et également il y avait des camps, beaucoup de camps de soldats américains. Et qui organisaient, pour les occuper, qui organisaient des tournées aussi avec des musiciens, donc des super orchestres. Et elle a appris avec les GI qui étaient après-guerre, bien sûr, après-guerre. Et donc on était dans une culture de dire la seule chose c'est pas qu'on sait faire, mais le plus grand plaisir qu'on peut avoir, c'est d'aller danser. D'accord, classique. L'anecdote et le déclic, parce qu'il y a toujours un déclic. Donc j'ai participé avec mes parents à un mariage et j'étais un peu gauche. Ma mère m'a invité et elle m'a dit non mais Franck, un garçon il doit savoir danser. Demain, ton père connaît un professeur de danse, tu vas aller à l'école de danse. Ma réaction un peu, qu'est-ce qu'elle m'embête. Moi, à cette époque, c'était le foot, c'était comme les garçons de cet âge. Et je suis allé à l'école de danse et j'ai assisté à un cours de rock'n'roll et ça a été un déclic. J'ai dit, mais je ne savais même pas que ça pouvait exister d'aussi bien danser. Lyon était à l'époque la capitale du rock'n'roll. Ce qu'on appelle le rock'n'roll, qui venait du bebop parisien. Il y avait vraiment, c'était une plaque tournante. Tous les championnats avaient lieu à Lyon. Il y avait des championnats, enfin, c'était un pôle incontournable. C'était vraiment la capitale du rock. Il y avait des écoles à tous les coins de rue, ce qui n'est plus aujourd'hui le cas. Et cette école de quartier, j'y suis retourné. Ça a été le berceau de ma formation et le berceau de ma formation en tant que danseur, en tant qu'homme. J'ai vécu, j'y suis allé 3 fois par semaine et j'ai tout vécu. Voilà. En plus du foot et tout ça, quoi. Et le foot, après, c'est venu... un peu moins. Un peu moins, parce qu'aller danser le rock avec des cavalières, c'était autre chose quand même. Ouais. Et ça me faisait rêver, réellement. La musique m'avait emballé. Il y avait dans cette école, ce professeur avait un enthousiasme incroyable. À défaut d'une connaissance plus ou moins limitée, mais son enthousiasme, il le compensait pour son enthousiasme. Et il nous poussait et il nous faisait croire qu'on était tous des champions. Et ça n'a pas de prix. J'ai aussi beaucoup pris de recul sur cet enseignement par quelqu'un d'assez modeste, mais puis par contre qui nous met en confiance.
Et par contre, si j'étais tombé sur une école un peu plus select, peut-être que j'aurais été mal à l'aise et n'y serais pas retourné. Donc, très important, le premier pas et le premier contact avec la danse, ou dans l'enseignement tout court. Dans tous les domaines, si on tombe sur un professeur qui ne correspond pas à sa sensibilité, on peut carrément tourner le dos. Ah oui, c'est très très important. C'est ce qui va. Et donc j'ai eu cette chance de tomber dans une école sympathique de quartier où le prof c'était un beau gosse qui aimait mettre de la super musique et qui nous aime et qui nous faisait croire qu'on était tous des champions même en étant débutants. Et ça, je l'ai toujours gardé. Je trouve que c'est très très important. Ouais, la magie. Donc je vais quand même donner son nom, c'est Roger Pitra, et qui a eu ce mérite, voilà, qui a eu ce grand mérite. On va pas parler des autres choses, mais comme j'étais quelqu'un d'assez curieux, j'ai toujours eu la curiosité d'aller voir plus loin. D'accord. Donc tout ça c'était ta rencontre avec les danses. Avec la danse. Et du coup, ça y est, t'étais un mordu. J'étais un mordu, d'autant plus que donc à cette époque, il y avait une salle, le plus grand cabaret de Lyon, qui s'appelait le Palais d'Hiver, qui était une salle mythique où il y a eu les plus grandes vedettes qui se sont produites. Et j'ai assisté, donc j'avais 15 ans à cette époque, j'ai assisté à un championnat de rock'n'roll avec orchestre, évidemment. Les gars dansaient sur l'orchestre. Et j'ai vu des troupes d'Italiens qui ont commencé à danser sur la piste du Palais d'Hiver. Et j'étais complètement halluciné. J'avais pas besoin, c'était ma drogue. Voilà, j'étais dans j'en revenais pas. J'ai dit, mais comment ils peuvent danser aussi bien? Ils flottaient sur la piste. Ils avaient une énergie incroyable. Ça coulait. Ils étaient très, très forts, les Italiens, à cette époque, en rock. Hein. Très, très, très forts. Et donc là, ça y est, j'étais mordu. D'accord. Et alors, et la rencontre avec quelque chose qui sera un peu plus jazz que rock, comment ça s'est fait? Alors, on mûrit, et dans cette école de danse, il y avait ce professeur, Roger Pitra, avait compris qu'il fallait qu'il ait un DJ, même pendant les cours. Et ce DJ était passionné de jazz, New Orleans, parce que Lyon aussi était vraiment un pilier de la culture New Orleans, en musique, et en musicien aussi, hein. En danse, et donc on dansait. Donc lui, à la fin de chaque cours, mettait une petite série de New Orleans. J'ai commencé à acheter mes premiers disques de New Orleans, Revival New Orleans, c'est-à-dire le New Orleans qui a été créé dans les années 50. Il y avait une grosse communauté de musiciens et de danseurs qui étaient passionnés de musique New Orleans. Et j'ai commencé, donc ma première approche par le jazz a été par la New Orleans, et que j'aime toujours. Bah oui, ça va droit au cœur. Ouais, de toute façon, c'est la base. Enfin, je veux dire, le blues à New Orleans. Et comme disent certains, il y a le bon et le mauvais jazz, ou le bon et la mauvaise musique. Un bon blues, ça me parle. Un bon New Orleans, bonté, ça me fait du bien. Et alors, tu es connu d'une partie des danseurs comme étant un grand claquettiste et comme ayant créé les Trois Mousquetaires. Alors, on va en arriver à tout ça. Oui, alors on va y venir. Donc, les claquettes, le hasard, j'arrivais toujours de très bonne heure en avance à mon cours de rock, parce que malheur à moi si j'arrivais en retard. Et le prof me dit, t'es en avance, tu devrais faire le cours de claquettes d'avant. Il est juste avant. Je dis, tiens, pourquoi pas, au lieu de rien faire, je vais faire le cours de claquettes. Et au bout de 3 séances, il a vu que j'avais déjà certaines facilités. Physiquement déjà, j'avais la psychomotricité qui marchait, pied droit, pied gauche, et puis mais j'ai tout de suite mordu, et je faisais mon cours de claquettes, mon cours de rock comme si rien n'était, sans arrière-pensée. Et petit à petit, j'ai mordu à l'hameçon, et bien sûr, il m'a monté un petit numéro, on a fait des petits championnats, j'ai commencé à danser avec une cavalière, c'était super motivant, un petit ballet de claquettes à droite, à gauche, et en parallèle le rock, les compétitions de rock ont commencé aussi, championnat de France de rock, machin. Donc on était dans cette mouvance, mais je cherchais toujours plus loin. Donc ma sensibilité augmentait, je commençais à écouter du jazz, donc je commençais à rechercher autre chose, et plus j'avançais, plus je recherchais. Et le rock, j'ai vu que le rock, petit à petit, la musique rock, finalement, c'est pas péjoratif, mais était un peu plus pauvre que le jazz, pour ma sensibilité. Ouais. Et je ressentais plus de choses sur le jazz. Et aussi, on avait la chance à Lyon d'avoir une boîte qui était une boîte mythique, qui s'appelait le BC Blues. BC, les deux BC, c'est les initiales de Buck Clinton, le fameux trompettiste. Et on avait le droit, il fallait être majeur pour aller dans cette boîte, évidemment, mais la récompense de tout danseur de rock à Lyon était le jour où tu seras capable d'aller danser sur la piste du BC Blues, ça veut dire que tu as passé un cap.
Que ça y est, t'es un danseur. Tu peux te considérer être danseur. Et on ne te laissait pas sur la piste si tu étais mauvais parce qu'il ne fallait pas danser dans tous les sens. Il fallait suivre. Alors, on commençait tout doucement à faire le début de la série qui était très lente. Et petit à petit, le tempo augmentait. Et des nuits entières, voilà, j'ai été initié au jazz grâce à cette boîte. Et je ne suis pas le seul. Et, ça existe encore, le BC Blues ? Il est fermé, malheureusement. Il est fermé. Son patron, qui s'appelait M. André Valdocera, qu'on surnommait le Père André, pas par péjoratif, mais par respect. C'était le Père André, c'était quelqu'un, vous le voyez, personne ne se permettait de le tutoyer. Et a été comme élu le plus vieux DJ du monde. À 90 ans, il était encore derrière ses platines. Ah ouais, wow. C'était vraiment un passionné pareil. C'était certainement le premier DJ au monde qui a fait danser sur des disques, c'est ce qu'il prétendait, en France, qui a fait danser sur des disques de jazz. D'accord, ouais. Aujourd'hui, ça paraît, tellement normal de faire ça. Mais il a été certainement le premier. Il a commencé dans la région de Mâcon. Et après, il est venu à Lyon acheter Place Carnot, cette fameuse boîte, le BC Blues. Ok. Donc j'ai évolué j'ai été faire des stages parce que je voyais que mon professeur était plus ou moins limité, que je recevais des pubs. Et quand j'ai été faire des stages, à l'époque, c'était les stages il y avait des stages c'est le groupe international des 8, ça s'appelait. Et dans ce stage, j'ai fait du jazz, du classique, des claquettes avec une Anglaise qui m'a fait comprendre qu'il y avait une terminologie, qui m'a fait comprendre qu'il y avait des tempos, qu'il y avait des rythmes. Et je suis tombé, encore une fois, j'ai pris une sacrée calotte, mais ça m'a pour le bien. Et quand je suis revenu, j'ai travaillé tout ce qu'elle m'avait appris. Et de mémoire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones pour filmer les séances, il n'y avait pas de mémoire, cassettes, on notait un petit peu, on faisait ce qu'on pouvait de mémoire. Ouais, wow. C'était laborieux. Surtout en claquettes. C'était laborieux. Et ça m'a permis quand même de faire dans ces stages il y avait des fameux stages qui se passaient tout l'été, à droite, à gauche. J'ai pu faire quand même du classique. J'ai découvert le classique. J'ai tout pris parce que j'avais une énergie débordante. Avec Daniel Franck de l'Opéra de Paris. Donc j'ai dit, mais c'est le moment jamais de découvrir le classique. J'ai fait du jazz avec Matt Mattox. Faut voir qui était Matt Mattox à l'époque. C'était vraiment un leader du modern jazz. Et j'ai fait des claquettes. C'était déjà pas mal. Bah oui, c'est énorme. Et du coup, ta rencontre avec les danses swing Lindy Hop, les danses de couple, Lindy Hop, Balboa, comment ça s'est fait tout ça ? Donc ça, c'est venu beaucoup plus tardivement. Donc on dansait à droite, à gauche, on commençait à faire des soirées. Puis déjà la rencontre avec des gens qui dansaient pas d'une manière, qui dansaient d'une manière atypique, pas scolaire, des écoles. Parce que les écoles, c'est très bien, on apprend d'une manière scolaire, mais après il faut déscolariser. Et je rencontrais des gens qui dansaient un petit peu à Paris où et justement pas des révoltes, des réfractaires à la scolarité des écoles et qui avaient inventé leur propre style. Un style, je ne savais pas comment les appeler, un peu zazou, mais ils avaient déjà, vestimentairement, ils avaient un style. Je disais, mais waouh, ils avaient des super cravates, ils avaient des casquettes, je dis, mais les gars, ils sortent d'où, ceux-là ? Et un peu titi parisien. Mais c'était des Lyonnais ou c'était des Parisiens qui venaient à Lyon ? Il y avait quelques Lyonnais. Je peux les citer. Il y avait un gars qui s'appelait Jean-Paul Difraja et un autre Bernard Marin qu'on a appelé plus tard Mr. Swing. Okay. Qui ont marqué, qui nous ont aidés. Ils nous ont aidés à leur façon. D'accord. Et du coup, j'ai du mal à voir. Toi, des fois, tu es allé sur Paris et tu voyais à l'île ces de gens-là. Martin Pêcheur, où il y avait donc le dimanche après-midi. Moi, je prenais beaucoup de stages à l'époque de claquettes à Paris avec un professeur qui m'a tout appris, la comédie musicale, le Broadway Tap, qui s'appelle Monsieur Georges Azria, et son nom de scène, c'était Monsieur Georges Tapsking, qui a été critiqué, mais c'était quelqu'un qui était un passionné de Broadway Tap, de comédie musicale, et qui m'a appris toutes les bases de la comédie musicale. Et à l'époque, je travaillais au Club Med et il me fallait du numéro de claquettes. Et il m'a pris. Enfin, on a sympathisé, on a beaucoup travaillé. Je louais un studio au centre du Marais et on travaillait des numéros de claquettes. Et là, j'ai compris aussi comment structurer un numéro de claquettes, comment écrire un numéro de claquettes, comment le présenter. Il m'a tout appris la scène parce que je ne savais pas, je n'étais pas du tout formé. D'accord. Ouais. Le maniement du chapeau, des accessoires. Et par contre, le soir, j'allais danser le rock dans les boîtes de Paris. Ouais. Et le dimanche, j'allais à l'île du Martin Pêcheur, qui était au bord de la Marne. Oui, je crois que c'est la Marne. Et je découvrais un autre monde. Je découvrais vraiment un autre monde et une autre façon de danser, moins académique, mais qui me plaisait.
Par contre, bon, je ne comprenais pas exactement le pas qu'il faisait, mais c'était pas du swing. Enfin, ça swingait, attention, ça swingait, mais c'était pas le swing traditionnel. C'était pas chorégraphié, c'était un peu, on faisait ce qu'on faisait avec un style parisien, des guinguettes. Ok, ouais. Très intéressant. Mais ça m'a ouvert l'esprit déjà. Déjà, je me disais, il y a une autre façon de danser. Et ça me plaisait parce que ça vivait, leur danse vivait. Alors, je trouvais que le rock traditionnel, ça devenait un peu ennuyeux. Trop scolaire. Voilà, ce côté un peu trop scolaire. Ouais. Puis peut-être trop dirigé vers la compétition aussi. Ouais, c'était trop académique. Évidemment, c'est peut-être ce côté-là qui me plaisait pas. J'ai peut-être besoin de fantaisie ou je cherchais autre chose. Ça m'ennuyait. C'était ennuyeux, je trouvais que leur danse était ennuyeuse. Alors que quand j'allais voir les Parisiens ou les gens qui dansaient différemment, ils dansaient peut-être moins bien d'une motion pure et dure, mais c'était beaucoup plus vivant. Et ce côté vivant, c'est ça que je recherchais. Et là, avant on est quoi? On est vers entre 1985-90, dans ces années-là. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte. On a du mal à se figurer que pendant que tout le monde s'éclatait sur Madonna ou machin, c'est difficile de s'imaginer qu'il y avait ce monde-là qui existait déjà. Et puis à Paris, donc, sur l'île du Martin-Pêcheur, il y avait c'était surtout l'été. Hein. On y allait avec une petite barque, c'était un radeau. On montait sur un radeau pour traverser l'eau, c'était pittoresque. Hein. Je crois que ça existe encore, je ne suis pas sûr. Et il y avait toujours des petits groupes, des petits groupes musicaux qui jouaient. Il y avait du live. Il y avait aussi des DJ, mais il y avait du live. Ah, génial ça. Ah ouais, c'est vraiment c'est un endroit un peu magique. Hein. Les gens qui ont vécu cette période, on rencontrait aussi des gens qui avaient envie de s'éclater différemment. Ça buvait un peu de vin blanc. Hein. Donc ça sachait. ça continue. Hein. Et du coup, alors... Donc, du coup, émerveillé par cette manière de faire un peu différente, mais qui n'était pas encore du Lindy Hop. Ce que tu voyais, c'était pas ça. Ce que je voyais, c'était pas du Lindy Hop. Ouais. C'était style parisien, j'appelais ça le style parisien. Okay. Mais les gars super sapés, ils avaient un peu le style Apache, hein. un petit peu. C'est-à-dire qu'ils avaient le foulard, la casquette à pont, les filles étaient habillées un peu rétro. Il y avait des friperies, certainement à Paris, qu'on n'avait pas à Lyon à l'époque. Ouais. C'était pas encore du tout la mode de s'habiller dans ce style. Et moi, quand j'allais là-bas, je disais, mais ils ont un super style. Je découvrais vraiment un monde à part. Ouais. L'impression d'être revenu dans le passé, quoi. Ah, carrément. Je me croyais dans un film, mais carrément. Donc c'est sûr que ça me changeait de l'ambiance des écoles que j'avais fui depuis longtemps déjà. Hein. Et du coup, pour le Lindy Hop, alors comment ça arrive? Alors pour le Lindy Hop, donc en tant que claquettiste, j'avais déjà des années de claquettes puisque j'avais commencé, j'ose pas le dire, mais donc en 75 les claquettes. Hein. Donc les claquettes, je travaillais régulièrement avec ce professeur à Paris. J'avais gagné quelques petites compétitions. Bon. En claquettes. J'avais aussi passé des diplômes à ISTD avec un Anglais à Lyon qui avait ouvert une école et qui permettait de passer ses diplômes. En français, c'est ISTD, Imperial Society of Teachers of Dancing, qui est une formation anglaise. Donc j'étais très structuré, je pouvais analyser n'importe quel pas. Le fait d'avoir fait des claquettes et d'avoir fait des diplômes aussi ISTD me permettait d'analyser. Je voyais un danseur, je pouvais analyser ce qu'il faisait, je savais le rythme, je savais. Et ça m'a beaucoup facilité dans l'apprentissage d'une nouvelle. Je pouvais apprendre n'importe quelle danse. On dit bien, celui qui a fait des claquettes, il est capable d'apprendre de n'importe quoi. Les poids du corps, les rythmes, et ça m'a. Quand j'ai donc touché vraiment de près le Lindy Hop, je l'ai pu l'analyser très rapidement et peut-être plus vite que certains qui avaient déjà le style, mais qui étaient incapables de mettre des noms ou des rythmes et des comptes. Donc la première rencontre concrète avec le Lindy Hop, ça a été fait à Lyon lors de la Biennale de la danse de 1990, qui était la 4e édition. Et à l'époque, le directeur qui s'appelle Guy Darmeil l'a arrêté depuis, qui était quelqu'un de très novateur pour l'époque, avait créé en 90, avait intitulé sa biennale « Un siècle de danse aux États-Unis ». Dont tu m'as montré le superbe t-shirt tout à l'heure, qui est magnifique. Vintage. Hein. Et ça, pièce unique. Ah oui. Et ça a été le premier contact avec le Lindy Hop. Pourquoi ? Parce que, outre le fait qu'il y ait eu des spectacles réellement de danse avec des chorégraphes américains, il a organisé des grands bals. Alors, des grands bals folkloriques,
des grands bals country avec du square dance, toujours avec des musiciens. Hein. Il y avait toujours un groupe de musique. Et un très, très grand bal swing dans une salle qui s'appelle le Transborder, qui est une immense salle. Je crois qu'elle peut en contenir 1000 personnes. Il a mis un parquet, il a fait venir un super groupe de jazz et bien sûr, il a fait venir des pointures. Un grand bal swing se faisait donc avec le pape du Lindy Hop, qui était M. Frankie Manning, avec une troupe de Lindy Hoppers professionnels, les Jiving Lindy Hoppers de Londres, avec un super big band, je crois que c'était le Pasadena à l'époque. Et là, ça a été officiellement le premier contact visuel avec une réelle troupe, enfin des danseurs de Lindy. Et Frankie Manning avait fait le Shim Sham à l'époque, que je connaissais plus ou moins, mais comme les écoles nous pouvaient l'apprendre, c'était un pas sur deux où vraiment ils le savaient sans le savoir. Et là, c'est le premier réellement électrochoc. Mais j'étais troublé et en même temps, j'étais à l'affût. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? Qui c'est ce monsieur de Frankie Manning ? Jamais entendu parler de ma vie de Frankie Manning. Aucune école en France te parle de Frankie Manning. Alors, personne te dit d'où vient le rock'n'roll. Parce que ces professeurs lyonnais qui ont du mérite de nous communiquer, mais n'avaient pas le souci de la culture musicale ou même la culture tout court, de dire d'où vient notre danse. Ouais. Et c'est surprenant, mais moi j'ai exactement peut-être c'est mon côté d'avoir fait des études, mais ma curiosité. J'ai besoin de savoir d'où viennent les choses. Elles viennent pas du ciel. Dans l'art en général, rien tombe comme ça. Les peintres te le diront. On parle jamais de l'inconnu. Ouais. Et c'est ma curiosité, certainement mon esprit curieux est toujours insatisfait de ce qu'on me donne, de chercher plus loin. D'accord. Mais t'étais quand même intrigué, quoi. Enfin, très intrigué. Et puis, quand tu vois les Jiving Lindy Hoppers devant toi et que tu n'as jamais vu du Lindy Hop et que tu vois Frankie Manning faire le Shim Sham, le gars, il s'est bougé. Il y avait Ryan François. Non. Et c'était son prof. Je sais pas, j'avais vu la troupe, mais Ryan François n'était pas là. D'accord, il était déjà. Je sais qu'il a fait partie de cette troupe, mais à ce moment-là, c'était pas lui. C'était pas lui. Et suite à suite à ce bal, Guy Darmet avait eu la bonne idée d'organiser une semaine de cours avec Frankie Manning au sein de la maison de la danse, qui n'était pas celle actuelle, mais qui se situe à la Croix-Rousse, mais qui était réservée aux professeurs de danse qui avaient une école, aux professionnels, on va dire. Mais bon, j'avais pas d'école à cette époque, et moi j'ai dit non, mais il faut que j'aille voir de près ce qu'il enseigne, Frankie Manning, et j'y suis allé au culot. Il m'a rien. Je me suis assis sur une chaise et j'ai assisté à toute la semaine au cours de Frankie Manning. Toute une semaine, quoi. Donc du lundi au vendredi. Moi, j'en reviens pas là. Déjà. Et ce qui est très surprenant, Lyon était tellement, tous ces professeurs que je respecte, étaient tellement dans leur musique et leur trip, la New Orleans, qui sont passés à côté complètement. Ça leur a pas du tout plu. Ouais. L'enseignement de Frankie Manning, ils avaient la plus grande pointure du swing. Non, il dit bon, c'est lent, c'est quoi ce swing ? Eux, il fallait que ça bouge. Ils confondaient souvent, ce que je leur ai reproché, ils confondaient tempo et rythme. Tu peux avoir un super swing qui est pas très rapide, mais qui a un super rythme. Et eux, il fallait que du tempo. Parce que c'est vrai que la New Orleans, ça sautille, ça envoie. Et pour eux, ils ont besoin de cette... ils sont aussi habitués à ça. Donc, ils n'avaient pas du tout cette culture. Et finalement, Frankie Manning, il est passé presque inaperçu. Il y avait au moins 10 professeurs, je me rappelle plus ou moins bien. Il y a qu'un couple qui a mordu. C'était une famille de trois frères. Les frères Marola. Les frères Marola de Villefranche. J'ai perdu contact complètement avec eux, mais eux, c'était des sacrés danseurs. Ouais. Pour moi, un danseur, c'est celui qui, sur la piste, attention, se dégage. Et c'est-à-dire qu'ils avaient mordu. Les Marola, ils avaient mordu les seuls. Parce que je l'ai revu après, il faisait des pas de Frank qu'il avait appris au stage, pendant cette formation, et je dis Marola, ok. Mais j'ai complètement perdu ils ont arrêté depuis, mais tous les professeurs de Lyon sont passés à côté. D'accord. Tous. C'est un peu dommage. C'est dommage, mais c'est ainsi. Même je crois que Frankie Manning a été amené dans une école de danse où il y avait une soirée, un soir de la semaine. Le gars a pratiquement pas voulu lui laisser lui ouvrir la porte parce qu'il dit mais c'est qui celui-là ? C'est Frankie Manning. Je ne donnerai pas le nom du professeur par courtoisie. Est-ce pendant le bal de la Biennale, il y avait donc des spectacles, des démonstrations, mais est-ce qu'il y avait aussi c'était un bal ? Est-ce que ça dansait en social ? Ça dansait, oui, tout le monde dansait comme on pouvait. Frankie dansait en social aussi. Je me rappelle plus.
Je serais incapable de le dire, je n'ai plus de souvenir. Parce que pour moi, Frankie Manning, je ne le connaissais pas, je ne savais pas qui c'était. Oui, donc du coup, tu faisais pas attention à lui. Je ne prêtais pas attention à lui et personne ne prêtait attention. Il était inconnu. Hein. Mais c'est tellement bizarre de t'entendre dire ça. Frankie Manning qui vient à une école de danse et on lui refuse la porte. Quand j'ai dit, mais c'est qui celui-là? Et à l'époque, c'était Jean-Paul Difraja qui l'avait amené. Et j'ai dit, mais vous ne connaissez pas Frankie Manning? J'ai dit, non, Et puis oui, ça y est, ça commence à faire son chemin dans ma tête. Mais oui, quand on est pionnier, qu'il n'y a rien eu, il faut tout faire, oui, non, on ne connaît pas. Quoi. Mais c'est assez démentiel de se dire ça. C'est décalé, mais c'est ainsi. Hein. Il est venu à une époque où personne connaissait, on connaissait même pas le terme Lindy Hop. Moi, je me suis battu combien de temps pour dire mais c'est ce que c'était le terme. Alors, on connaissait pas le terme. Oui. Mais là, on est dans un contexte où les Suédois et les Londoniens viennent tout juste aussi de reprendre tout ça et de s'y intéresser aussi, quoi. On arrive 90, on est juste un peu après. Alors, je ne sais pas si Londres a commencé avant ou après Suède. Ou c'était en parallèle, on va dire parallèlement. Il y a un grand débat. De ce que je crois comprendre, ils y sont arrivés un peu en même temps. En même temps, mais pas avec du tout la même démarche. Mais ça, c'est un autre débat. Mais oui, c'est à peu près. Quand je suis allé à Londres pour le premier festival, et on va en venir dans peu de temps, ils avaient déjà 10 ans d'existence. Ok, ouais. En 93, il y avait déjà 10 ans d'existence. Ouais, ok. Bah oui. La scène Lindy Hop à Londres avait 10 ans d'existence. Et en Suède, j'ignorais même que ça existait ailleurs, que c'était Lyon, enfin c'était Londres, Suède, je pense, et les États-Unis, hein, c'est tout. Hein, je pense qu'il n'y avait pas d'autres pôles ailleurs dans le monde hein, à l'époque. Bah oui. En tout cas, c'est ce qui ressort. Hein. Ah ouais, c'est ce qui ressort. Donc à Londres avec Ryan François et avec Lennart Westerlund en Suède. Mais il faut des locomotives comme ça. Hein. Oui. Et toi, tu es notre locomotive. Eh oui. Tchou-tchou. Ouais, la locomotive à vapeur. Mais attention, elle marche toujours. Ben oui. Et alors, ouais, mais du coup, ça t'a quand même tapé la rétine. Ah ouais, moi, ça m'avait touché. Hein. Les cours et tout. Et ça m'avait touché, d'autant plus que je voyais que les autres comprenaient rien. Donc, ce côté, mais non, mais ils comprennent pas, mais ils voient pas ce qu'ils voient. J'avais vu qui c'était quand même, j'avais compris. J'avais compris que non, ils comprenaient pas du tout l'enseignement qu'ils avaient. Ça m'avait fait. Du coup, ils faisaient cours en anglais. Oui, en anglais. Et ça allait pour tout le monde parce qu'à l'époque, en 90, on n'était pas. Mais bon, pour des, tu sais comment il fait Frankie Manning, il utilise beaucoup d'onomatopées et il n'utilise pas souvent des comptes. Et je me rappelle plus du tout avec qui il enseignait. J'en ai aucun souvenir. Mais on pouvait comprendre, il n'y a aucun problème. Hein. D'accord. Ouais. Bon, ok. Mais les gars, ça avait pas trop emballé. Hein. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait après ça, toi? Alors après ça, moi j'ai continué mon petit train de chemin, mon petit chemin tranquille. Je continuais mes cours de claquettes, je continuais à aller prendre des cours, je continuais à sortir à droite à gauche. Et puis le deuxième déclic, donc je cherchais mais je savais pas du tout qu'à Londres il y avait. J'avais pas compris les Lindy Hoppers d'où ils sortaient. Hein. Je sais pas, j'avais même pas cherché. Je sais pas d'où ils sortent. Ça, je crois que c'est des Américains en fait. J'ignorais que c'était des Anglais. Okay. Et donc, toujours c'est pareil, les gens qui étaient à Lyon, qui étaient un peu rock'n'roll, années 50, Teddy Bear, le style, il y a plusieurs styles hein, dans le rock'n'roll. Et ces gens-là allaient tous, depuis plusieurs années, faire un très très grand festival à Londres, pas à Londres, en Angleterre, qui s'appelle Amesbury, et ce qui est au nord de l'Angleterre. Et eux, ils disaient, on fait 4 jours de rock and roll, il y a des groupes de partout, des groupes doo-wop, des groupes plus années 50, des groupes années 60, du jazz un peu plus vieux, du rock and roll actuel. Enfin, ils vivaient 4 jours et ils nous ont incités à y aller. Et j'ai dit non, mais il faut que j'aille voir de mes propres yeux ce que c'est cette histoire de Amesbury, parce que moi je ne savais même pas qu'il y avait des villages dédiés, comme un Club Med, mais dédiés au rock. Festival plutôt que de musique ou il y avait aussi de la danse? Musique. Ouais. Mais les gens dansaient du matin au soir. Ah ouais, d'accord. Ouais. Seuls ou à deux. Okay. C'était pas des danses. Là aussi, j'ai compris qu'on pouvait danser seul et s'éclater. Ils dansaient seuls, mais sur la piste, il y avait 1000 personnes qui dansaient du matin au soir. Mais ils pouvaient danser très bien seuls. On pouvait très bien danser tout seul.
Et ils s'éclataient, les gars. Hein. Ah bah, j'imagine une bien. petite bière dans le nez. Ça. Et à Amesby, donc je suis parti avec une amie et un autre couple. Donc c'était un Jacques Pobret, je le cite parce qu'on a fait un périple pour arriver jusque-là en voiture. Donc on a pris le bateau, on est arrivé sur l'île d'Angleterre. Donc ça a été aussi un plaisir. C'était un vrai voyage. Rouler à gauche. Ouais. Et Jacques Pobret était journaliste au Progrès à l'époque. Et quand on est arrivé donc à Amesby, on avait loué un petit studio et c'était organisé de manière admirable. Et l'organisateur était un professeur d'histoire et c'est un enseignant et donc il avait fait ça de manière vraiment raisonnée, on va dire. C'était pas pour faire une structure aussi grosse et aussi qui peut vite déraper. Il faut quelqu'un d'assez intelligent hein, et bien dans sa tête. Et donc, Jacques Pobret, avec sa sensibilité de journaliste, a été l'interviewé, a demandé à l'interviewer. Donc, on a eu une interview de ce monsieur, je ne me rappelle plus de son nom. Il y avait une chaîne de TV interne. Donc, à midi, on pouvait observer à midi, parce qu'on dansait toute la nuit. Donc, à midi, il y avait des interviews de tous les groupes qui allaient passer l'après-midi. Donc, on pouvait aussi choisir et voir en visu qui on allait voir et faire sa propre programmation pour l'après-midi et la soirée. Et Jacques l'avait interviewé, il m'avait dit mais c'est vraiment quelqu'un de très, très intéressant. Ouais. Un passionné, un professeur d'histoire, mais passionné de rock'n'roll, de toute cette musique. C'est pas incompatible en Angleterre. En France, on va vous dire non, c'est pas possible cette histoire. Bon, déjà, donc, l'ouverture anglaise, et là, ça m'avait fait pareil, j'ai eu un petit choc parce que parmi les groupes, il y a eu un groupe, il y avait les Jive Aces, je crois qui ont joué. Et il y avait déjà, et là, il y a eu des danseurs de l'indie déjà, ou pas vraiment de l'indie, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais j'avais vu les gars danser, ça déménageait. Ouais. Ça déménageait. Et j'ai dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe en Angleterre. Tu sais s'il existe encore là, ce festival Je ne sais plus, je ne sais pas. Je crois qu'il existe encore. C'est difficile d'avoir une telle longévité, mais ça peut. Hein. Ça peut. Il y a un autre festival maintenant qui a pris le relais, mais Amesby, c'était tellement bien organisé que je pense que ça doit pouvoir exister. Hein. C'était vraiment un souvenir mémorable. Quoi. C'était un très très grand moment pour moi, hein, Amesby. Parce que on allait faire ses courses. Il y avait de la musique rock, les gens étaient habillés. Alors il y avait vraiment tous les styles. Hein. Des Marilyn Monroe, j'en ai vu 50. C'était vraiment tous les styles rock'n'roll. Les gens venaient avec des super voitures, ça chantait de partout. C'était un Club Med, un village de Club Med dédié au rock'n'roll. Rock'n'roll. Avec des concours de voitures, avec tout ce qu'il y a autour aussi. Hein. Mais c'était sensationnel. C'était vraiment un très très bon souvenir. Et toi, tu dansais le rock'n'roll là-bas ou... Je dansais. Nous, on se croyait le Lyonnais, il se croit le cadre. Là, on est tous des champions à Lyon. Non, mais c'est vrai qu'après, on devient beaucoup plus humble. Mais on se croit toujours le meilleur que de la piste de danse. Et c'est vrai qu'après, quand on voit autre chose, et je suis content de l'avoir vu, on redevient plus humble. On dit oui, il y a d'autres sensibilités, il y a d'autres manières de bouger et qui sont aussi bonnes que la tienne. Mais elle me plaisait, cette manière de bouger. C'était un peu fantasy. L'anglais, il a quand même une fantaisie que le français a moins, ou qu'on nous enseignait moins dans les écoles. Donc, puis il y avait plus de liberté déjà. Et artistiquement, l'anglais, bon, j'ai rien dû lui apprendre. On est d'accord. Oui, il y a quand j'ai même... rien dû lui apprendre. Alors, il n'y a qu'à se balader dans les rues à Londres. Bon, on verra pas ça dans les rues à Lyon. Ou même dans l'histoire de la musique. Oui, voilà. Et c'est là, quoi. C'est en eux. C'est en eux. Donc, cette fantaisie au profit de la danse ou de la musique, elle peut que nous toucher. Hein. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a touché. Ouais. Touché et en même temps, envie de la communiquer. Pas, elle me touche, puis je dors dessus, puis je la garde pour moi. Contrairement peut-être à certains qui disent ouais, moi je suis super, je vais à Amesby, je dis à personne, je fais mon petit kiff. Et non, mais au contraire, moi j'aurais eu envie de prendre un car et d'amener tout le monde à Amesby pour leur montrer ce que c'est. Et j'ai eu la même démarche avec le Lindy un peu plus tard. Et du coup, quand tu rentres là de Amesby, quand on rentre de Amesby, dans une boutique de fripe, alors pas moi, mais un des gars nous ramène un papier où c'était marqué premier festival de swing, rentrée prochaine, l'année prochaine, à Londres. Ok. Donc c'était le premier festival qui avait lieu en 93. Donc ça a mis un an, parce que Amesby c'était en 92, donc pendant un an ça mûrit, et je dis non mais moi j'y vais. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais voir,
Je ne sais pas avec qui, je ne sais pas où. Je prends une cavalière pour pas être trop paumé, parce qu'il faut que je répète après, autrement... moi, je suis laborieux, je suis humble, je connais pas, il faut que j'apprenne. Il me faut une cavalière. Donc, on part je crois à 2 couples, je me rappelle. Ouais, je crois à 2 couples. Mais là, en avion, hein, ce coup-là. Et je fais ce premier festival qui s'est appelé, c'était le premier Jitterbug Swing Master Jam en septembre 93, qui était organisé par un monsieur qui s'appelait Fred Hunt. Il faut toujours rendre hommage aux organisateurs parce que on oublie que sans eux, rien ne se passerait. Et carrément, pour avoir organisé quelques événements, c'est pas rien. Il faut avoir la passion. Et la passion, ça n'a pas de prix. Parce que sans ce moteur, les artistes ne pourraient pas travailler. Et ce premier festival à Londres, donc j'arrive dans une université, l'université Brunel, je crois que ça s'appelait, au nord de Londres. Je crois que c'était au nord de Londres. Et bon, je me renseigne, je prends les inscriptions, on fait tout dans les règles, là, bien sûr. Et on a à l'anglaise, on a un petit thé à 4h, 16h, avec une petite collation, très sympathique. Et on s'assoit et on danse un peu comme ça pour se décontracter dans l'ambiance. Et démonstration des professeurs qui vont enseigner. Je connais ces personnes. Alors, je cite les 4 professeurs que j'ai vus à la suite. Et qui ont été ma première découverte de visu à 50 cm de mes yeux du Lindy Hop. Alors, il y a eu Rob Van Haren et Jen Olsen, c'était sa cavalière de l'époque, Steve Mitchell et comment elle s'appelait, Erin Stevens, Lennart, le fameux Lennart Westerlund et Eva Staremo, qu'on appelle W, c'était sa partenaire, et bien sûr Ryan François et Julie Oram. Donc, vous n'avez jamais vu de Lindy de votre vie, pas beaucoup. Vous asseyez tranquillement avec un petit thé et vous voyez ça en un quart d'heure, les 4 plus grandes pointures de Lindy Hop. Et là, c'est la... En buvant un thé. On ne sait pas si on peut se relever ou si... Qu'est-ce qu'il faut en penser. Et il y avait un seul cours après, à 5h30, je me rappellerai toujours, puis en plus je l'ai relu, à 17h30 avec Ryan François, pour commencer Lindy, il y a pire, et qui s'appelait Absolutely Beginners. Alors, pour l'humilité, c'est un peu dur, mais il fallait y aller. Hein. Et donc, dans ce cours, on s'est pas tous, mais comme on débutait tous plus ou moins, c'était un super cours et c'était parti. Voilà, c'était parti. Le premier cours que j'ai pris de Lindy Hop, c'est avec Ryan François. C'est un truc qu'on a tendance à oublier quand on danse depuis pas mal d'années, que ça fait du bien des fois de refaire des cours Absolutely Beginner. Ah, ben tout à fait. C'est très, bien sûr. Bon. Mais là, c'est comme on se croit... Quand on est jeune, oui, quand on est relativement jeune, on se sent tellement bon. On se dit, non, mais je vais jamais prendre un cours débutant. Moi, je veux tout de suite. Mais non, mais. Et puis, il y avait que cette possibilité le soir. Il n'y avait pas d'autres cours. Ah bah, de toute façon, et puis, de toute façon, on découvrait tous plus ou moins, à part les Anglais qui avaient déjà un certain niveau. Mm-hmm. Mais on était. De toute façon, oui, il y avait quelques Européens. Il y avait des Suisses. Il y avait Marcus que j'avais rencontré là. La première fois que je l'ai rencontré, Marcus Koch, qui était aussi qui était un super danseur de boogie. Hein. Je crois qu'il avait été champion du monde ou pas loin. Ouais. Donc on était tous dans le même cours. Attends, Marcus et Barbel, ils étaient à côté de toi à prendre le cours, pas à le donner. Oui. Ah ouais, bah oui. On découvrait le Lindy. Mais oui, c'était l'époque où. Ah bah oui. C'est là où j'ai rencontré la première fois Marcus. Putain. Je l'ai vu la première fois, je l'avais vu comme ça dans des compétitions de boogie, mais moi je n'étais pas à l'époque boogie. On connaissait pas bien le boogie qui se passait en Allemagne ou en Suisse. On n'était pas. On le connaissait, c'est les gens qui faisaient de la compétition de boogie les côtoyaient, mais moi je les côtoyais pas. Et on a tous découvert, enfin, on s'est tous rencontrés là, au Swing Master Jam de 1993. Et c'était un festival qui était très très bien organisé, avec des soirées, des groupes tous les soirs. Moi je connais, c'était les cours, c'était et puis une ambiance fabuleuse. Et aussi il y avait les professeurs. Il y a eu des spectacles, des petites compétitions. On voyait des gens des petites compétitions de Lindy, professionnels, amateurs. C'est là aussi que j'ai rencontré Angela Andrew qui avait gagné le prix avec son partenaire qui ne payait pas de mine, un gars de Dennis, je ne sais plus son famille, mais ils avaient fait un numéro. C'était assez simple, mais c'était fabuleux. Il y avait toute l'âme du swing et du jazz. Et il y avait l'époque Singlings, qui était une locomotive à Londres, et qui avait monté un groupe de filles, les Ladybugs. Quand j'ai vu les Ladybugs commencer à danser sur du jazz, donc elles faisaient des jazz routines. Et je ne savais même pas que les jazz routines pouvaient exister.
Et c'était, il y avait que des tueuses. Il y avait que des tueuses. Et j'ai là, on prend des claques. Hein. On prend des claques et en même temps, on est super. On dit waouh! Mais c'est pas possible, cette énergie, d'où elle sort. Et tout ça, t'es parti sur un flyer. Un flyer. Et la curiosité. Curiosité. Parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Rien. Il n'y avait que dalle. Rien. Il y avait la curiosité. Je pense que le téléphone portable. Il faut que j'aille voir de mes yeux parce que allons à la source. Et puis les Anglais, oui, mais vraiment la curiosité. Envie de sortir du quotidien. Voilà, envie de sortir, sentir quelque chose, je sais pas, je chantais. L'instinct, voilà, l'instinct, mais sans arrière. Mais je sais pas où j'allais, alors vraiment, je sais pas où j'allais. Hein. Là, on peut le dire. Hein. Mais je disais, qu'est-ce que je risque? De toute façon, on va écouter du jazz, on va avoir l'insouciance aussi, l'insouciance de l'âge et de l'époque. Maintenant, on fait attention où on va, faut que ça soit organisé. Mais je sais pas où j'allais aller, je sais pas comment, je savais rien. Mais l'insouciance, l'enthousiasme. L'insouciance et l'insatisfaction de rester sur ce qu'on sait faire. Et du coup, enfin, vous étiez deux couples, là, vous aviez pris beaucoup de cours là, sur ce... Bah oui, on n'arrêtait pas toute la journée, on a pris tous les cours. Ça durait combien de temps? 3 jours, c'est un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, donc le format qu'on connaît aussi actuellement. Le format classique, ouais. Ok. Mais quand on débute, c'est déjà beaucoup. Hein. Et puis ça fait... Oui. Puis il faut le digérer. Funky Manning n'était pas là, contrairement à ce qui était prévu. Mais moi, comme Funky Manning, je savais à peine qui c'était. Bon, je l'avais vu à Lyon, mais je n'avais pas plus accroché que ça. Je n'avais pas pris conscience de son importance. Oui. À Lyon, on n'avait pas pris conscience de qui c'était réellement, de son parcours, parce qu'on ne l'avait pas présenté, on n'avait rien lu sur lui. Inconnu, il n'y avait pas Internet. Eh bien, il n'était pas présent parce que je crois qu'il subissait une petite opération chirurgicale, mais minime, bénigne, mais donc il n'avait pas pu venir. Okay. Bon, ça n'a pas été. Il est venu aux suivantes éditions. Il y a eu 3. Swing Master Jam, ça a eu lieu quelques années à la suite. Hein. Et c'était toujours des super organisations. Irréprochables. Oui, j'ai vu les documents que tu m'as montrés tout à l'heure. Il y a eu quelques. Ça a duré dans le temps, hein, quand même. Ça a bien duré dans le temps. Après, on s'essouffle parce que l'organisateur ou les gens veulent organiser leur propre festival. Bon, c'est la normalité des choses. Ouais. Là, en France, ça n'avance toujours pas, en fait. À quel point de vue? Sur le point de vue du Lindy, il n'y a toujours pas de personnes qui l'enseignent, en fait. À cette époque? Ouais. Ah, mais non, pas du tout. On était les seuls Français, hein, ça je peux te dire, on était les seuls Français. Et quand je pars de là-bas, j'ai dit, mais il faut vite que je voulais pas perdre ce que j'avais appris. Et puis, j'avais rencontré il y avait un Suisse qui me dit, qui était dans nos cours, qui s'appelait Stéphane Joller, avec qui j'avais sympathisé, parce qu'on était tous dans la même galère. Un petit peu. Et il me dit, le mois prochain, on fait un super festival en Suisse, à Zurich. Un mois après. Et il y a Rob Van Haren qui va venir avec sa partenaire. Et il va y avoir aussi un autre Anglais qui était pas là, qui s'appelait Simon Zellman. Donc tu devrais venir. Et il y aura aussi des super soirées, etc. Il me vend le truc. Et puis comme j'avais sympathisé, j'ai dit ouais, mais ça me plairait. J'étais assoiffé de connaissances, de comprendre, de prendre des cours. Mais il fallait vite que comme s'il fallait que je récupère le temps perdu. Donc j'y suis allé. Lors de ce festival, je discute avec Rob Van Haren et je lui dis mais moi j'aimerais bien en France, est-ce que vous avez déjà enseigné? Non, jamais. Est-ce qu'il existe? Non. Mais comment faut faire pour avoir des cours? Mais il me propose, je veux bien enseigner mais il faut une structure. Je dis mais il faut quoi comme structure? Il me propose, tu devrais créer un Swing Dance Society. Il y a des Swing Dance Society dans toutes les villes. Et tu devrais, tu devrais en créer un. Tu prends 2-3 personnes que tu connais de confiance, ta cavalière par exemple, puis une autre personne, et tu crées une assoce, The Swing Dance Society. Et j'ai créé The French Swing Dance Society avec Rob Van Haren comme président d'honneur. Et c'était parti. Là, vraiment, c'était parti parce que j'avais la structure. J'ai tout de suite enseigné ce que j'avais appris. Ouais. Parce que moi, alors là, je prenais n'importe qui, pas dans la rue, mais dès que je croisais un copain, je dis viens voir ce que j'ai appris, viens voir ce que j'ai appris. J'avais qu'une envie, c'est de le partager. De partager, parce que je voyais bien que c'était une danse de partage, c'est pas une danse... c'est pas une danse de rétention, voilà, non. C'était une danse sociale. C'est-à-dire que c'est un truc qui se partage avec d'autres. C'est comme un bon repas seul, mais il est triste, ton repas, même si c'est le meilleur des...
des plats, il faut le partager. Un bon vin, ça se partage. Et là, c'est ça, j'ai la même approche. C'est une danse sociale de partage. On veut partager une piste de danse où tout le monde s'éclate, mais il n'y a rien de plus beau. Arrête. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu ça. Oui, ben, ça c'est sûr. Et puis même peut-être plus parce que... Bon, ça va mettre un peu de temps à revenir. Oui, ça va revenir. Non, mais cette énergie, l'énergie d'une piste de danse où tout le monde s'éclate et sans essayer de prouver quoi que ce soit, c'est ça. On n'a rien à prouver. Enfin, on est là pour vivre un moment à authenticité. Et l'énergie, elle circule ou elle circule pas. Et ça, à Londres, ils avaient ce côté social. Ils avaient compris ça, voilà. Ils l'avaient. Il y avait les éléments pour aussi. Il y avait des éléments pour. Ils travaillaient beaucoup à Londres. C'est une vie difficile, Londres, hein, quand même. Il y a des transports. Et quand ils sont sur la piste de danse, les gars, ils se donnent. Ils se défoulent comme ça se passait à New York en 27. Au Savoie, les gars, il fallait se défouler. C'est de la crise, la pénurie, le nani, nanana. Ouais. Donc la même mentalité. Quand c'est une piste de danse à Londres. Ouais, ça vibre très ça fort. Vibre. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton format. Hein. On n'est pas là à juger. Ce n'est pas ton niveau qui compte, c'est l'énergie que tu vas mettre. On est complètement à l'opposé de ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui. J'allais te le dire. Voilà, mais que c'est bon d'avoir une piste où tout le monde s'éclate. Ouais. Quitte et que ce soit un petit peu moins bon comme niveau. Mais si à chaque fois que tu es sur la piste, tu récites ta leçon que tu as appris la veille, quelle tristesse. Eh oui. Il faut que tu fasses une petite faute. Il faut bien en passer par là au début aussi, quand même. Au début, tu recraches. Moi, le premier, parce que quand tu invites une cavalière et que tu lui fais 4 fois le même passe, tu te dis merde, mais elle va me jeter à la fin de la danse. Mais à Londres, ils n'ont pas cette mentalité. Et on sait très bien que non, en plus. Voilà. Mais après. Mais au début, on est persuadé que si on fait 2 fois la même chose, c'est pas bien et tout. Voilà. Mais en fait, non, c'est pas un souci. Quoi. Non, c'est pas un souci. Hein, cher débutant, enlevez-vous ça de la tête. Mais enfin, même si je vous dis de vous l'enlever, vous n'y arriverez pas. Vous allez de toute façon passer par ça, c'est normal. Donc je suis sorti de ça et dès que je suis sorti de ce stage, j'ai tout de suite créé cette association et j'ai voulu le partager. Donc j'invitais des gens que je connaissais de la danse ou pas de la danse, qui n'avaient jamais dansé. Et c'est vrai que j'ai réussi plus ou moins à recréer cette ambiance que j'avais connue à Londres. En fait, c'était ça que je voulais revivre. Je voulais revivre ce moment, ces sensations. Oui. Parce que Londres, c'est quand même un peu loin. Tu pouvais pas y aller tous les 4 matins. Exactement, quand même. Faut pas autant exagérer, recréer ça chez moi. Quoi. Et puis à ma sauce, mais j'avais peut-être des choses à donner, mais tout ça était fait vraiment spontanément. J'ai jamais eu d'arrière-pensée ou un plan de carrière. Non, j'avais qu'une envie, c'est de vivre un bon moment. Et donc, dès que je suis rentré, j'ai commencé à l'enseigner. J'avais une structure. Il y avait un ensemble de facteurs positifs. Ouais. Qui ont permis de le faire. Donc, on n'est pas toujours sous-sol. J'avais des filles dans mes cours qui m'ont aidé. J'avais des salles dont je bénéficiais, des salles magnifiques en plein centre de Londres, le Gymnase Club. C'était les salles du Gymnase Club. Donc, j'avais une salle de 220 mètres carrés. C'était avec des vestiaires. Enfin, je veux dire. Et les gens du Gymnase Club qui étaient des amis, les directeurs, les patrons, Alain Barras, pour ne pas le citer, Yvan Espel, ces gens-là m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, de toute façon, ils savaient que j'allais amener quelque chose de positif dans leur structure. Ils m'ont jamais dit, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais? Non, ils étaient, mais c'est super, ouais, vas-y, viens quand tu veux, prends la salle quand tu veux, organise n'importe quel stage, tu peux venir le samedi, le dimanche. Donc j'ai eu un ensemble de facteurs, mais aussi certainement pour convaincre, il faut être convaincu. Oui. Et j'étais tellement convaincu que j'avais pas besoin de forcer pour les convaincre. En plus, c'est comme c'est des gens qui m'appréciaient, qui appréciaient peut-être cet enthousiasme, sans demander en retour quoi que ce soit. Tout le monde était gagnant. Ouais. Et j'ai bénéficié de ces structures pendant des années, ce qui m'a permis d'organiser des festivals, des cours, des entraînements. Parce que je me suis entraîné, c'est pas tombé comme ça. Ah bon? Il faut pas rêver. Tout le monde n'est pas... Il y en a quelques-uns pour qui ça... faut reconnaître. T'as l'impression qu'ils n'ont jamais démarré. Tu fais, mais comment ça se fait? Bon, on n'est pas égaux. Hein, non, mais bien sûr. Et donc, voilà, c'était parti. J'organisais tous les mois un stage à Lyon avec l'association. J'organisais... j'arrêtais pas. Et donc... Et donc, là, à l'époque, t'étais le seul à enseigner du Lindy Hop en France, en fait. Ah, complètement. Ah ouais. Quand j'organisais une petite soirée, des fois j'envoyais des prospectus à des professeurs qui organisaient des grandes compétitions de rock'n'roll pour leur faire comprendre qu'il y avait autre chose. Mm-hmm. Et ils me répondaient, mais ils ne comprenaient pas bien ce que je faisais. Ouais. Pas du tout. Ils savaient sans savoir.
Il n'y a qu'un prof qui m'a répondu, je dis oui, mais à l'époque, j'ai été au cinéma, j'ai vu 10 fois de suite, je suis rentré, j'ai été voir Elsa Poppin pour bien voir la série, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vidéo. Pas de YouTube. Dans quel contexte ils étaient, les gars. Hein. Ouais. Et la boule de neige se forme grâce à des gens dont tu t'attends pas, ou qui sont des amis, ou qui ont d'autres contacts. Parce que seul, tu ne fais rien. Et au BC Blues, parce que je continuais à aller au BC Blues, je voyais monsieur André, je lui en parlais du Lindy Hop, je lui ramenais des vidéos, machin, il était super emballé, parce que lui, c'était quelqu'un, malgré son âge, qui était très curieux, qui était pareil, qui était à l'affût de nouvelles choses. Je lui amenais des disques que j'avais achetés à Londres, parce que c'était que des vinyles là, à l'époque. Et il y avait un fameux danseur, hein, vraiment certainement le meilleur danseur de New Orleans qui avait à Lyon, qui s'appelait Jackie Portocalian, qui est décédé, qui était vraiment un super ami. Hein. Je crois que c'est certainement l'un des plus doués de sa génération. Et un pilier du BC Blues, donc il a passé toute sa nuit au BC Blues, et qui connaissait un DJ à Paris, qui connaissait 2-3 danseurs qui venaient comme ça. Et lui m'a mis en relation, et lui, il savait que j'étais capable d'analyser, parce que du fait de ma formation en claquette, je savais analyser, je savais compter. Le gars, il venait, je lui décortiquais les pas, je peut-être être trop scolaire, mais il sortait avec quelque chose. Plus enthousiasme. Et il m'a mis en contact avec, à l'époque, c'était le DJ du Club Z à Paris, qui s'appelait Abdel, mais son nom de scène, c'était Gilles Calian. C'était un danseur de bebop. Il m'a mis en rapport avec Gilles Calian. Gilles Calian, qui est entre parenthèses un passionné de jazz aussi, qui a une fameuse discographie fabuleuse. Et alors Gilles Calian, il m'a mis en rapport avec lui. Il m'a mis en rapport avec Véronique et Bruno David de Toulouse, qui était à l'époque champion du monde de swing, mais Lido, c'était une organisation, mais c'était un swing un peu spectacle. Et quand ils sont venus prendre un cours avec moi, ils se sont aperçus que ce qu'ils faisaient était du swing, bien sûr, c'est pas de problème, ils savaient danser. Hein. C'est pas moi qui leur ai appris à danser, mais je leur ai montré vraiment ce que j'avais appris. Et je leur ai donné en main, il y avait Simon Zelman qui organisait un festival, je leur ai donné les coordonnées, j'ai tout donné, vas-y, va à Londres, va découvrir ce qui se passe. C'est-à-dire, au contraire, moi, mon seul but, c'était de transmettre le bâton. T'as fait le passeur, quoi. Le passeur, parce que j'avais qu'une envie, c'est que le maximum de gens le pratiquent. Alors, je leur enseignais tout ce que je connaissais, mais tout. Vas-y, tout ce que j'ai appris, je te le montre. Mais en même temps, va voir les gens qui le font depuis 10 ans. Va voir ce qui se passe, ouvre tes yeux. Et je crois qu'elle est partie, le mois après, elle a été à Londres. Ouais, d'accord. Ouais, donc ça a marché ce que tu as fait. Ouais, et donc, cette là, démarche... tu viens d'évoquer un des 3 mousquetaires. Et les 2 autres, comment ils sont apparus? Alors, Gilbert Cadenne. Je fais un festival en 94, parce que mon but, moi, c'était vraiment de montrer à tout le monde de l'indie hop. Donc, au BC Blues, le première soirée du festival, je le fais dans une boîte de jazz. Ouais. Pour que les gens qui n'ont jamais vu du Lindy Hop voient des pointures de Lindy Hop, voient des claquettes. Parce que je faisais souvent claquettes et Lindy Hop. Hein. Et donc, pendant cette soirée, au BC Blues, Gilbert Cadenne, qui est de passage à Lyon, va au BC Blues parce que c'était la seule boîte officielle où on pouvait danser le jazz, et voit le Lindy Hop parce qu'on était en train de faire la première soirée du festival, par hasard. Incroyable. Et donc et après, il a mordu, il m'a contacté, on s'est revus, il est venu à Lyon. Nous, on faisait des festivals donc tous les mois, enfin des stages tous les mois, donc il est venu pas tous les mois, mais souvent. Après, je lui ai envoyé un de mes élèves, je dis, moi, j'ai pas le temps, je peux pas tout faire, t'as qu'à prendre un élève qui te convient. Et il avait trouvé un élève, un couple, avec qui il avait sympathisé, donc il descendait, il animait un petit stage chez lui avec ses élèves. Et après, Gilles et Myriam de Paris, eux, ils sont venus par l'intermédiaire de Gilles Calian. Du DJ, là. Du DJ. Ouais, ok. D'accord. Parce que tous les mois, il y avait des Parisiens qui venaient tous les mois. Donc le vendredi soir, on allait danser au BC Blues. Le samedi, on faisait le stage. Le dimanche, on allait au Parc de la Tête d'Or faire des acrobaties ou prendre du bon temps. Et on n'arrêtait pas. C'était vraiment des week-ends fun, quoi. Plaisir. Danse, bouffe, bon temps. À la bonne franquette. À la bonne franquette, ouais. C'était vraiment du bon temps. Et Gilles et Myriam, ils sont venus longtemps parce que ils faisaient partie des Rats de Cave. C'était des danseurs de bebop pendant longtemps. La fameuse compagnie. Et ils étaient très bebop, mais ils étaient très bebop. Longtemps, ils étaient dans ils ont même. Je me rappelle d'une émission où ils sont passés avec Drucker avec leur troupe de bebop.
Mais je leur disais, allez-y, créez quelque chose à Paris, allez-y, allez. Je les ai poussés. Et puis, un jour, je me suis aperçu qu'ils avaient créé les Fous du Swing. Et ouais, qui est toujours là. Qui est toujours là. Et j'étais super content, mais en même temps, j'avais loupé ce que m'avait proposé Rob. Je l'avais raté parce que moi, j'aurais voulu qu'il y ait des Swing Dance Society dans toutes les villes. Ça, c'est un tout petit regret. Ouais. Mais le français n'est pas fait. Et on aurait pu faire, comme une grande, pas une fédération, parce qu'on aime bien structurer en France, mais peut-être une société des Swing Dance Society dans toutes les villes. Ah ouais, genre Paris Swing Dance Society, Paris Swing Bordeaux, Dance Society, Bordeaux Swing Dance Society, et on aurait pu pérenniser, on aurait pu garder une mentalité mais le français il est individualiste. Donc ça ne peut pas marcher, je pense que ça ne peut pas marcher. Et ça n'a pas marché. Et puis, c'est peut-être pas. Voilà, chacun a mis sa personnalité, mais ils auraient pu le faire avec leur propre personnalité. Moi, je n'étais pas là pour détenir quelque chose, parce que mon but, c'était vas-y, je te donne le bâton et fais ta vie. Parce que chacun fait avec sa sensibilité, sa formation primaire, et puis ses vues et ses motivations. On a tous des motivations différentes, c'est sûr. Mais c'est un petit regret, mais c'est pas grave. Hein. C'est un peu tout petit. Hein. Ça existe d'une certaine manière. C'est pas exactement comme tu le décris, tu l'envisageais, mais sur Facebook, il y a des groupes pour quasiment chaque ville, quoi. T'as l'Indiop Brest, l'Indiop Toulouse, l'Indiop Paris, l'Indiop Marseille, etc. Tu vois ça, et on retrouve quand même cette idée de society par ville, en fait. Ouais, c'est pas le même. C'est plus pour se passer des infos. Il y a quand même le truc. Oui, c'est vrai. Mais il y a pas effectivement un regroupement d'énergie pour organiser des choses en commun, par exemple, ou etc. En plus, tu connais le bordel. À chaque fois, dans des villes, tu as généralement 2-3 structures, et puis elles se tirent dans les pattes. Elles sont rarement structure friendly, quoi. Souvent, c'est un peu la guéguerre parce que c'est pas les mêmes structures, c'est la concurrence, quoi, tout simplement. C'est l'ego des uns et des autres qui permet pas la très souvent, la conciliation, c'est dommage. Mais après, des fois, c'est des visions très différentes aussi qui font que j'avais vraiment cette mentalité, parce que je vais t'expliquer, dans le démarrage des Trois Mousquetaires, qu'on a une notion les Trois Mousquetaires, c'est venu beaucoup plus tard. Je sais plus, je te l'ai montré. On en a parlé tout à l'heure. Grimaldi à Grenoble, c'est ça. Mario Grimaldi, qui lors d'un stage avait réuni les 4 pionniers du Lindy Hop en France, et lors de ce stage, avait baptisé les 3. Moi, j'étais un petit peu à part parce que j'étais un petit peu à part, et il les avait appelés les Trois Mousquetaires. Et c'est resté, c'est marrant. C'est resté. Alors, par contre, dans la mentalité des Swing Dance Society, et comment j'ai pu donner le témoin, quand j'ai organisé mes premiers festivals, les premiers ou grands stages avec une pointure, par exemple, je disais à Véronique et Bruno David, j'organise un stage, le prof est sur place, vous n'avez qu'à payer le voyage de Lyon, Toulouse. Et nous, on viendra aussi pour suivre, on viendra à 20 couples. Pareil, à Paris, je remercie. Ah oui, à Paris, il faut aussi que. À Paris, Gilles donc Abdel, quand il était dans ses cours, si Rob venait à Lyon pour un week-end ou des fois il venait pour une petite période ou même une période formelle, Gilles Abdel l'acceptait dans son cours de bebop, parce qu'il enseignait, c'était un très très bon danseur de bebop. Il enseignait, il donnait son cours à Rob Van Haren. À la surprise, t'arrives le soir à ton cours de bebop. Voilà, bonjour, non, c'est Rob. Et aussi, il ne faut pas oublier, toujours pareil, tu as autour de toi des gens qui sont solidaires et qui ont le même l'état d'esprit. Et il y avait 3 filles à Paris qui venaient régulièrement à Lyon, qui s'appelaient Valérie Silver, Fabienne Benza et la troisième, ça m'échappe, mais on les appelait les Spice Girls à l'époque. Oui, les années 90. Et vraiment, c'était 3 filles aussi de dynamiques, sympas, et qui ont reçu ces professeurs, c'est-à-dire où ils les hébergeaient, où il y avait une solidarité. Le prof n'arrivait pas comme ça, je ne sais pas où dormir, je ne sais pas où manger, je ne sais pas où je vais. Non, ils étaient reçus par un hôte, mais qui était content de l'avoir, parce que c'était informel, mais on recevait les gens. Parce qu'on ne va pas laisser les gens à l'hôtel quand même. Et Rob, il parlait français à force de venir autant en France? Très très peu. Ah ouais? Oui. Il aurait pu s'y mettre un peu quand même, à force. Il y a eu quelques profs comme ça qui ont permis le développement. Et je vais faire une anecdote.
vraiment une chose dont je me félicite. Quand j'ai organisé le premier grand festival avec un orchestre, donc c'était un orchestre lyonnais, un big band, qui était le big band de Jackie Boyadjian, qui s'appelait les Happy Stompers. Donc, un big band qui joue dans le style Count Basie. Vraiment, c'était un super big band qui existe toujours. Et Jackie Boyadjian, certainement à Lyon, c'est le pilier du jazz traditionnel, comme on appelle. Ouais, d'accord. Jackie, c'est vraiment quelqu'un que je connais depuis des années, que j'apprécie beaucoup. Et j'avais fait venir Jackie Boyadjian comme big band. Et pourquoi je parle de ça? Parce que voilà, j'ai demandé à l'époque, j'avais donc Angela Andrew, c'est vrai que j'avais vu aussi à New York pour les fameux 80 ans de Frankie Manning. J'ai demandé à Angela qu'elle vienne avec des danseurs anglais. Ouais. Pour que les gens puissent voir, et même que ces gens-là donnent une dynamique à la soirée, et que les gens puissent voir à quoi ressemble le Lindy Hop. Parce qu'à deux couples ou moi, j'étais pas. Ouais. D'abord, je ne pouvais pas danser toute la nuit, et puis je voulais pas que ça se sente sur moi, il fallait une dynamique de groupe. Qu'ils y soient confrontés visuellement. Et donc, elle est venue peut-être avec une vingtaine de danseurs au premier festival. Salut, on arrive! Et j'avais fait, et bien sûr, toujours la même mentalité, chaque danseur ou par couple était accueilli par un danseur lyonnais qui allait l'héberger chez lui, le nourrir et l'amener à la soirée ou au stage. Donc on avait créé comme un petit partenariat entre Londres, parce que pour moi Londres était la référence, c'était vraiment la référence. Et on avait fait un petit partenariat, mais toujours pareil, vraiment de manière très spontanée, sans arrière-pensée. On se connaissait à peine, on s'était revus à New York, mais je lui ai dit, écoute, regarde, ils ne payeront pas si. Enfin, on avait fait un arrangement. Déjà, ils ne payaient pas le logement, ils ne payaient pas la nourriture et ils payaient peut-être un petit peu le stage. Mais on les prenait en charge. Ils n'étaient pas perdus dans la ville. Et on avait sélectionné les familles d'accueil, on va les appeler comme ça, par niveau de parler d'anglais et de français de l'autre côté. Parce que si tu ne veux pas te comprendre... Oui, délire. Ouais. Oui, ça bien savoir aussi, on faisait attention à la nourriture, parce que les Anglais étaient déjà très portés sur le côté végétarien ou pas. Ouais, donc j'ai commencé, quand j'ai fait mon premier grand festival, j'avais sur la piste une vingtaine d'Anglais. Enfin, de danseurs qui dansaient. Donc, les gens, quand ils ont pu... J'ai invité énormément de gens qui n'avaient jamais vu de Lindy Hop. Et quand ils ont vu ça, on a eu tout de suite une ambiance et une dynamique. C'était une soirée phénoménale. D'accord, ouais. Donc là, boule de neige, quoi. Ah, boule de neige. Ouais. Snowball. Oui, boule de neige. Mais j'étais pas tout seul. C'est pas moi. Mais de toute façon, seul, tu fais rien. Oui, bien sûr. Seul, tu fais rien. Et... on avait été inspiré d'organiser ça. Ouais. Vraiment, on avait été inspiré. Ouais, la force de l'équipe. Ouais, voilà. Mais les Anglais, ils sont forts quand même. Quand ils débarquent quelque part, ils font pas semblant. J'ai un souvenir de la première année de la Savoy Cup. Ils ont lancé la compétition des Team City Battle où les villes s'affrontent entre elles. Et ils sont arrivés, ils étaient genre 70, 80, un truc de dingue. On n'a jamais vu. Et depuis, ils ont modifié le règlement dans la Savoy Cup parce que justement, c'était trop nawak, quoi. Au début, c'était la première année, il n'y avait pas de restriction. Et maintenant, on doit être maximum 20, un truc comme ça. Mais ils sont arrivés, mais on n'en croyait pas nos yeux, quoi. C'était waouh. Ils avaient tous le même habit, donc on reconnaissait les Londoniens. Ils font pas semblant, quoi. Non, de toute façon, pour moi, Londres, c'est vraiment la capitale artistique. Hein. Il n'y a qu'à voir le nombre de spectacles qui sont en permanence à l'affiche à Londres. Londres, je me demande si c'est pas même... Ça rivalise de loin à New York. Pour moi, il n'y a pas de problème. Celui qui veut voir de la comédie musicale, il va à Londres. Et c'est toujours des spectacles d'une très, très haute qualité. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs français qui peuvent se permettre de jouer dans une comédie musicale anglaise. Hein. Déjà l'accent, hein, c'est compliqué. Hein. C'est pas gagné. Donc là, alors on a un peu le fin mot de l'histoire sur comment tout ça est arrivé en France, les mousquetaires, comme on les appelle, et le Balboa. Alors le Balboa, la première fois que j'ai vu Rob Van Haren à parce Londres. Que ça, c'est quelque chose qu'on sait moins. Déjà, on ne sait pas beaucoup que le Lindy Hop, c'est grâce à toi, Monsieur Balbin. Mais alors, le Balboa, encore moins. Alors, le Balboa, c'est la première fois que j'ai vu la démonstration de Rob, mais je crois que c'est même lui qui a ouvert le bal à Londres lors du premier festival. Dans son numéro de Lindy, il a incorporé quelques petits pas du Balboa. Et je ne me rappelle plus s'il avait incorporé du shake, j'en suis moins sûr.
Mais en tout cas, il avait fait quelques pas de Balboa. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais j'avais jamais vu ça. Et En quand plus, il ça est fait venu, très jeu de jambes, et du coup... Voilà. Un jeu de jambes, je dis, mais et je pense qu'au premier festival à Londres, il avait déjà enseigné un peu le Balboa et le shag. Il avait déjà enseigné un tout petit peu les deux. C'était pas un spécialiste de shag. Hein. En Balboa, il se débrouillait pas mal. Mais en tout cas, son but, lui, il mélangeait. Dans un morceau où il y a un petit passage de clarinette, tac, tac, il passait à des moments bien précis de la musique, et c'est ce qu'on devrait tous faire, hein, et adéquat, il passait des pas adaptés. Oui. Donc ça a été pareil, ça m'avait emballé. Et dès qu'il est venu à Lyon, il nous a fait, pour lui, c'était Lindy, shag, Balboa. Tout de suite. Oui, tu m'as montré un flyer tout à l'heure de 1995. Voilà. J'ai halluciné. Voilà. Où il y avait marqué Balboa, shag, par Ouais. Rob. J'ai dit quoi, 95 95. Bon, mais je pense que les gens n'étaient pas prêts, quoi. Ouais, on était... Ah, ça c'est sûr. Non, on était... Ouais, j'étais... Le Balboa, ça m'avait emballé. Mais c'était pas un spécialiste de Balboa, mais comme il était de Santa Barbara et qu'il allait beaucoup travailler quand même. Il avait travaillé avec Sylvia et tout ça. Hein, et il connaissait, il n'y a aucun problème. Hein. Il avait une super... Jan Olsen, c'était vraiment une très grande danseuse. Hein. Et ils allaient très bien ensemble. Et quand ils sont venus... donc le premier festival, il nous a d'emblée enseigné le Lindy, le Balboa et le shag. Ouais. Les Californiens, ils sont forts pour passer d'une danse à une autre sans problème, quoi. Ils se contentent pas à une danse, quoi. Ils en pratiquent plein. Ouais. C'est assez ouf là-bas, la Californie. Donc tu te rends compte, je découvre le Lindy, mais je découvre aussi le Balboa et le shag. Enfin, des choses, le college, des choses dont j'ignorais complètement l'existence. Alors le Balboa, n'en parlons pas. Oui, ça fait un choc sur choc sur choc. Ouais, voilà, exactement. Ouais, mais j'ai entendu une anecdote comme quoi dans une compétition de boogie, il y avait eu quelqu'un qui avait incorporé quelques petits pas de Balboa, mais c'était passé inaperçu parce que le monde des compétitions, c'est le monde des compétitions, c'est pas le social. C'est pas infuser dans la population une danse, quoi. C'est différent. Ouais. Même si et par exemple, ce qui est derrière moi là-bas. C'est pareil, c'est 2002, je crois. Ouais, et même là, 2002, le public n'était pas encore prêt. Non, le shag, on était loin d'être prêt. Quand tu vois maintenant qu'en Espagne, il y a des festivals que de shag, et ça, je suis surpris quand même, mais je trouve ça sensationnel. En Lituanie aussi. Mais ça ne convient pas à tout le monde. Hein. Tout ne peut pas convenir à tout le monde. Voilà. Il faut trouver chacun ce qui nous convient. Et puis, donc je pensais, le shag, c'est pas fait pour eux. Ils n'aiment pas le shag. Le Balboa, j'ai proposé à plein de gens de faire du Balboa. Ils disent, non, ça ne nous intéresse pas. J'ai dit, mais comment ça ne s'intéresse pas? Mais même encore récemment, j'enseignais le Lindy, je propose, tu veux pas faire 2-3 pas de Balboa pendant ton cours? On fait un quart d'heure à la fin. Oh non, ça m'intéresse pas. Très bien. Ouais. Ça peut pas. Faut accepter le fait que tout ne peut pas convenir à chacun. Ouais, bien sûr. Ouais. Déjà, physiologiquement, parce que le shag, ça sautille un peu, donc il y en a qui n'aiment pas sautiller. L'autre qui aime bien rester dans le sol. Voilà, mais on apprend à être pas indulgent, mais tolérant. Voilà. Oui, tout simplement. Oui, de ne pas faire que... Tout ne va pas à tout le monde aussi. Il y a des gens, j'aime pas faire des choses des gens. Faut avoir l'œil pour dire, lui, ça lui va pas, il devrait... Bon, mais s'il a envie de s'éclater à faire, même si ça lui va pas, si tu as envie de t'éclater, tu fais ce que tu as envie de t'éclater, tu sais que ça ne va pas, mais tu t'éclates. C'est vrai qu'il y a des danseurs qui sont identifiés à la fois en Lindy et en Balboa, par exemple, et je les trouve plus gracieux dans une danse que dans l'autre, quoi, tu vois, par exemple. Ouais, mais s'il a envie de s'éclater... Et par contre, voilà, oui, ça enlève pas le plaisir qu'il peut avoir, bien sûr. Il sait faire que le chasse-neige, il descend le chasse-neige, mais il s'est éclaté. Et tu peux pas faire autre chose. Ça ne va pas le chasse-neige. Mais c'est pas grave, je m'éclate. Alors, tant mieux. Alors vas-y, fais son chasse-neige. Oui, c'est trop ça. Et là, sur cet événement de 2002, là où tu organisais du Balboa et du shag, la sauce prend comment? Elle prend pas Ah non, alors, sans problème. Ouais, ça prend. Ah, mais c'est étonnant. Et du coup, tu crois que c'est peut-être à partir de ce moment-là que ça a commencé à se... je sais pas. Répandre un peu. Non, il faut. Ah non. J'ai plus le souvenir, j'ai plus la discussion en tête que j'ai eue avec Olivier, Natacha et Anne-Hélène et Bernard. Je commence à mélanger un peu toutes mes informations. Je commence à saturer, j'en ai trop dans ma tête. Mais
on est sur les tout premiers, les premiers prémices du Balboa en France aussi, là, avec ça. Ah ouais, complètement, ouais. Même, Mais tu vois, 95, Rob, il vient, il nous enseigne le Balboa, mais nous, on faisait les 3-4 parts qu'il nous avait appris. Mais j'ai encore les vidéos des stages, on accrochait, nous. Hein. Mais bon, et quand tu es trop en avance, tu trouves décalé. Les gens, moi, j'ai connu vraiment des super danseuses du BC Blues. Donc, il y avait un jeu de jambes et une rapidité. Alors, elles auraient appris le Balboa, mais en 2 heures, elles savaient danser. Elles ont le rythme, elles n'ont pas beaucoup pris de cours. Donc, elles ont peur d'apprendre. Mais elles ont un super rythme, super style. Mais elles ne voulaient pas. Ça ne les intéressait pas. On s'éclate déjà avec ce qu'on a. Comme ça sert que j'apprenne un pas de nouveau. Mais ça, c'était frustrant, par contre, parce que toi-même, en tant que danseur qui a envie de faire des choses un peu nouvelles, elle ne te permettait pas ces filles-là, mais bon, c'est ainsi. Voilà, c'est comme ça. C'est ainsi. Toi, tes influences, ça a été... Tu nous as dit qu'il t'avait formé un petit peu, ce danseur qui venait du cabaret, de la comédie musicale, qui avait participé à Chantons sous la pluie, ce que tu me disais. C'était un des acteurs, les 4 danseurs. Donc ce danseur et ce professeur qui est devenu professeur après, parce qu'à l'origine c'était pas il disait moi je suis pas professeur, je suis danseur. Ça, souvent les grands danseurs ne veulent pas se référencer en tant que professeur, mais en tant que danseur. Donc il s'appelait Georges Azria. Et son nom de scène, c'était George Taps King, le Georges le roi des claquettes. Alors lui, il a participé à plusieurs films. Il a été la doublure de Fred Astaire dans Funny Face avec Audrey Hepburn. Ouais. Et il a joué dans Un Américain à Paris quand il y a les 4 danseurs en canotier avec la canne à la fin, les 4 danseurs qui sont derrière Gene Kelly. Et lui, donc, il dansait vraiment comédie musicale. Il enseignait aux États-Unis. Et lui, il m'a beaucoup, beaucoup appris. Ouais. Il m'a appris la gestuelle du Broadway tap. Et après, j'ai fui ce Broadway tap pour faire plutôt du rhythm tap ou plutôt du jazz improvisation. Et maintenant, je reviens toujours à ces sources parce qu'il faut quand même... c'est un travail indispensable, le Broadway tap, malgré tout. Je peux aller faire une audition à Broadway, quoi. Bah, je ne sais pas si je serais prêt. Mais j'ai la gestuelle. Je connais toute la gestuelle du Broadway tap. Mais ça m'a servi après. Hein. C'est bien sûr que ça sert dans tout. Hein. Mais je lui dois beaucoup. Hein. On ne mesure pas à quel point c'est un registre en soi dans l'univers des claquettes. D'ailleurs, je t'avais posé la question en off hier, mais toi, tu t'en fous un peu qu'on dise tap dance ou claquette. Tap dance, c'est quand on en parle en anglais. Et puis, tap dance, claquette, tip tap. Tu t'appelles ça comme tu veux, enfin, je veux dire, peu importe. Ouais, c'est vraiment des petits. Mais est-ce que claquette c'est péjoratif? Rien n'est péjoratif. Si le gars dit je fais des claquettes et puis il te sort à 50 pas à la seconde, tu dis ok, tu fais des claquettes quoi. Non mais je veux dire, c'est des petites des subtilités de. Et c'est les claquettes, est-ce que ça se réfère plus aux claquettes irlandaises là, ce que tu me disais hier J'aime pas trop me mettre dans des casiers, mais toute chose a eu son influence. Les claquettes, l'art des claquettes, c'est né aux États-Unis parce qu'il y a eu des mélanges de styles, toujours pareil. Il y a eu l'influence africaine avec des rythmes plus sur le sol. Il y a eu des mélanges des Irlandais qui ont apporté le Irish. Voilà, c'est ce mélange de cultures. Ouais. L'Europe qui rencontre l'Amérique. Voilà, et c'est tout. Et après, évolue en fonction de la musique. Les claquettes des années 30 sur du ragtime, c'est pas le même que sur le swing, et c'est pas le même que sur du bebop. Donc tu adoptes ta technique en fonction de la musique qui joue. Le ragtime qui était très binaire, il dansait beaucoup sur les pointes, de style tout ce que faisait Bill Robinson. C'était très toujours sur les pointes. Et puis il ne faut pas oublier qu'il dansait avec des chaussures en bois au départ, hein, avec des semelles en bois. Après, il y a eu les styles ont évolué jusqu'au bebop. Et maintenant, alors, le nouveau style, je pense que la petite guerre de termes, la nouvelle génération se revendique rhythm tap. C'est-à-dire, on ne fait pas des claquettes, on fait du rhythm tap. Très, très rythmique. En pied de nez aux anciens qui faisaient des claquettes, un peu le style un peu sophistiqué. Quand je vois Gene Kelly, je trouve pas que c'est sophistiqué, il fait des claquettes. Hein. Et donc, finalement, ces petites guerres de terminologie ne m'intéressent pas. Hein. C'est comme
Une petite anecdote, c'est un gars qui interviewe des danseurs. Il y a un Parisien, un Lyonnais et un Marseillais, évidemment. Alors, il demande, toi, le Parisien, tu danses quoi? Ben, moi, je fais du bebop parisien. Très bien. Et toi, le Lyonnais? Oh, ben, moi, je fais du bebop lyonnais, moi. Ah bon? Et c'est le bebop lyonnais, c'est tout. Ah d'accord, très bien. Toi, le Marseillais? Moi, je fais du bop. Mais finalement, ils font tous la même chose. Hein. Ouais. Ils dansent, voilà, c'est tout. Alors que ce soit du bop, du bebop lyonnais, du bebop parisien, enfin, il y a des petites nuances de sensibilité, de culture, mais qu'importe, je veux dire, finalement. C'est ennuyeux. Enfin, ouais. Oui, c'est toujours frustrant de mettre dans des cases et d'étriquer les choses. Justifié. Mais je voulais juste déterminer si c'était quelque chose que je n'avais pas compris moi avec peut-être. Je peux te dire du jour, mais en plus on s'en fout. Faut pas, ça va passer. Ouais. Mais en tout cas, la seule chose, je sais que ce qui revendique, le vrai terme qu'on revendique, c'est rhythm tap. Ouais. Par rapport aux claquettes, aux danseurs de claquettes. Et je vois beaucoup depuis plusieurs années. Chez les pros du Lindy qui tournent beaucoup, ils se sont très rapidement tournés vers soit l'apprentissage des claquettes en parallèle de leur danse, soit d'incorporer un petit peu. Mais on le voit arriver vraiment beaucoup, le Lindy Hopper qui se nourrit de ça et qui va faire du coup plus du soft shoe parce qu'il n'aura pas de fer sous ses chaussures et il ne pourra pas faire de choses très percussives, mais il va récupérer des éléments de rhythm tap dans ces steps de Lindy, quoi. Ça, je le vois vraiment clairement arriver. J'ai senti que déjà tous les Suédois des Harlem Hot Shots sont tous de bons claquettistes. Ils sont et plein d'autres internationaux. Ils se sont tous intéressés à ça, quoi. C'est marrant, hein, peut-être c'est une volonté de retourner aussi à la source et d'enrichir. Je pense pas, parce qu'à l'époque, les gens qui faisaient des claquettes, ils faisaient pas trop de Lindy. Ouais. Parce que tu n'avais pas le temps et puis tu étais vraiment spécialisé. C'est pas les mêmes trucs. Mais quoi. C'est l'époque actuelle où tu as capacité et possibilité d'enrichir et de mélange des styles. Et c'est ça la culture aujourd'hui, c'est le mélange des styles. Mm-hmm. Tu verras bien un musicien, il ne fera pas que du swing, il va faire, un musicien de jazz, il va faire du bebop, et même il peut faire d'autres styles. Ouais. Et il se doit de savoir plein de styles, et c'est ce qui est beaucoup plus compliqué. Parce que finalement, si tu fais que du swing, tu vas finir par être très, très bon, toi, en musique ou en danse. Et d'être fort en tout, c'est compliqué. Non, mais ce que je pense qu'ils font, c'est comme... alors, avec du recul, c'est l'influence de Frankie Manning qui a déscolarisé, banalisé des choses. Notamment le Chim-Cham, il l'a fait sans claquette. Il l'a simplifié, mais pas trop, en gardant l'essence. Et ça, chapeau. Il a fait pareil avec Electric Sight. Il a vu, je crois que c'est sa nièce qui lui montrait ça, qu'elle sortait de boîte. Et lui, il l'a réincorporé, il l'a fait en style swing. Super. Et je vois que les danseurs de Lindy, maintenant, ils prennent des mouvements. Alors, ils les font sans claquette. Et puis, ils font des mouvements de claquette, mais sans claquette. Mais n'oublie pas qu'en hip-hop, dans la culture hip-hop actuelle, alors je ne sais plus quel style, mais ils se sont beaucoup influencés des claquettes. Il n'y en a pas un qui fait des claquettes, mais ils font quand même la gestuelle des claquettes. Ouais. Ah oui. En hip-hop. Ouais. Dans une des disciplines, il y a plusieurs disciplines en hip-hop. Il n'y a pas que le... je ne sais plus lequel c'est exactement, je ne veux pas dire de bêtises. Mais je l'ai vu parce que j'étais à des compétitions et j'ai participé aussi en tant que danseur à des challenges et des battles de hip-hop. Ouais. Moi, j'ai fait des claquettes contre des gars qui faisaient du ça, c'est cool, ça. Ouais. C'est toujours bonne ambiance, ces trucs-là, je trouve. Il y avait des très, très bonnes... il y avait des battles auxquels je participais et qui étaient organisés par un danseur à Lyon qui s'appelle Guillaume Damba, qui était aussi danseur de claquettes et qui avait voulu mélanger et montrer que c'était toute la même famille. Oui. Donc, j'ai vu en hip-hop des mouvements de claquettes, mais les danseurs de Lindy, ils les incorporent, ils incorporent ce qui est un peu flashy. Il y a des mouvements flash. Les shuffles, par exemple. Oui. Il y en a qui en mettent partout dans leur Lindy, quoi. D'accord. Et c'est assez nouveau comme phénomène, quoi. Et même en Balboa, c'est qu'il y a un pas de Balboa qui est tiré... Enfin, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre dans des casiers. C'est une grande famille, la danse. Heureusement, tu n'as que 2 pieds, 2 mains, 2 bras et 2 jambes. Donc, et tout se retrouve, plus ou moins. Oui, c'est poreux, ça passe de l'un à l'autre. Voilà. C'est sûr. Selon les influences, je vois qu'en Balboa, des fois, je dis tiens, ça s'est influencé par un pas de claquette. Mais c'est très bien, mais ils l'ont tellement transformé que tu vois plus que c'est un pas de claquette. Mais parce que quand tu danses rapidement, tu peux pas le faire. Puis en social, pareil, tu danses à une cavalière, donc tu peux pas tout te permettre. Mais je vois qu'il y a des pas qui sont pris ou influencés par d'autres danses, et tant mieux. En tango argentin, ça a influencé certains tombés
Bon, ben, c'est comme ça. Mm. Et tant mieux. Mais l'époque actuelle veut le métissage des styles. Ouais, il y a des passerelles. Mais passerelles. Après, justement, des fois, il y a des débats. Les Suédois, par exemple, je sais qu'ils sont. Enfin, je crois comprendre qu'ils sont très, très attachés. Ils sont un peu puristes, très attachés à justement ça soit pas trop pour eux, qui est quand même une base, qu'on ne pervertisse pas les fondations, par exemple. Que, au moins, ça. Et des fois, de temps en temps, il y a des débats là-dessus où. Si on fait trop de métissage de cette danse, il ne restera plus rien de son origine. Ouais, t'en perds l'identité. Ça pourrait être le danger. T'en perds l'âme. Voilà, je crois que c'est contre ça qu'ils luttent en fait. Hein. Oui, mais ils n'ont peut-être pas tort. Enfin, je ne suis pas trop au courant de ce petit problème. Mais en tout cas, je fais une parenthèse. Et je revendique un peu cette chose de ne pas trop mélanger les styles. Parce que quand je regarde un bon bebopper de Paris, qui est le bebop parisien qui danse dans les caves à Saint-Germain, ils n'ont pas changé leur technique depuis des années. Ils n'ont surtout pas voulu justement faire des passerelles, comme tu dis. Et quand tu vois un danseur de bebop, c'est tellement pur que tu vois, en 2 secondes, tu dis « Oh, il fait du bebop, c'est du bebop. » C'est un style. J'ai pas été assez confronté visuellement à ça. Il faut que je m'y intéresse un peu parce que... Quand tu vois quelqu'un qui danse le Savoy style, le style du Savoy... Bah, mais tu vois que c'est influencé par le Savoy. Et puis quand tu vois d'autres influences, il ne fait pas trop de passerelles. Mais c'est vrai que c'est quand même ça tout métissé. D'abord, à l'œil, c'est pénible parce qu'il part dans tous les sens. Et ça perd son identité. C'est comme un plat de cuisine où tu mets trop de choses différentes, tu sais plus ce que tu manges, quoi. Arrête, pourquoi tu dis ça? Moi j'ai tendance à faire ça souvent. Ma copine elle me le reproche et tout. Mais elle a raison et toi aussi t'as raison. Doucement. C'est dur de changer des fois. Des fois d'abord on se rend compte du truc et ensuite il faut agir pour changer quelque chose. Ça demande du temps. Non, ça demande du temps. Mais dans le même esprit, quand tu vois, moi avec le recul, quand tu vois quelqu'un qui fait des choses très simples mais tellement propres, c'est le top. C'est le top. C'est le top. Ça parle à un enfant de 5 ans comme... Quand tu vois quelque chose de simple mais qui est fluide, c'est un régal. Et ça donne l'illusion de la simplicité. Oui. Souvent c'est ça quand même, parce que c'est énormément de travail derrière. Quand le gars il te fait 50 passes à la seconde, tu dis tu peux pas m'en mettre et reviens à du simple. Enfin, le plus compliqué dans l'art, de toute façon, c'est la simplicité. Hein. Bah ouais, les purs, c'est souvent dur. Qu'est-ce que c'est la difficulté? C'est dans la musique, c'est le silence ou la simplicité. Count Basie, 3 notes. Peu de notes, beaucoup de musique. Et en plus, la magie de ce truc-là, c'est qu'on se fait nous-mêmes mentalement l'espace entre les notes. On le remplit avec notre tête. On en rajoute si on veut ou pas. Quand tu vois que Count Basie a fait un de ses thèmes, parce que selon la période de Basie, il a eu plusieurs thèmes, comme tous les orchestres avaient des thèmes. One O'Clock Jump, il fait son thème avec 2 doigts. Oui. Il joue son thème avec 2 doigts. Enfin, et il estimait que son piano faisait... En plus, lui, c'est peut-être pour ça que c'est peut-être le plus grand, parce qu'il estimait que son piano faisait partie de la section rythmique. C'est le seul qui pensait à ça. Mais son thème, One O'Clock Jump, il est avec... Il est tom, 2 doigts. Et il n'en met pas beaucoup. Il était un peu feignant quand Basie. Mais de ce fait d'être feignant face à ça crée son style, ouais. Voilà, ça crée son style. Et en même temps, ça crée musique. Enfin, faut pas. Il est feignant, mais quand il veut, il sait jouer. Hein. Oui, il peut envoyer s'il souhaite. Ce côté-là, lui, c'est vraiment le symbole de la pure. Enfin, le minimum. Ouais, puis le rythme. Le minimum. De les placer où il faut, c'est là où il faut, voilà. Ouais, là où il faut, comme tu dis, c'est ça. Ouais, c'est ça quand Basie. Hein. Là où il faut, c'est. Et dans cette époque-là, des artistes musicaux de l'époque, il y a d'autres... Count Basie, c'est souvent cité comme étant parce que c'est pour sa rythmique, tout en haut, parce qu'il a eu des musiciens fidèles pendant des années. Hein. Ouais, toute l'équipe de Kansas City. Fred Green, je crois qu'il est resté 40 ans avec... Pas un solo. Non, pas un solo, mais 40 ans à faire gring, donc le guitariste... Mais sans être frustré pour autant. Ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, il fait école, Freddie Green. Hein. Tout le monde qui veut gratouiller apprendre à faire de la gratte swing décortique Freddie Green et sans être Charlie frustré, Christian. sans animosité, et c'est toujours le même. C'est notre approche.
américaine. Parce que, par exemple, quand tu viens en France et que tu as une super chanteuse, les pianistes, ils sont toujours un peu... Les bons pianistes disent, oui, on va devoir accompagner une chanteuse, donc on va devoir se mettre en retrait. Et cette approche, elle est triste, parce qu'en fait, les chanteuses américaines, surtout quand elles viennent sans pianiste, qu'il faut les accompagner, aux États-Unis, les plus grands se battent pour les accompagner. Et ils sont pas frustrés d'aller au minimum, comme les grands batteurs de swing qui étaient au service de l'orchestre. Le grand batteur de swing, il fait son solo, mais il est au service de l'orchestre. La frustration des batteurs a fait l'arrivée du bebop musical. Ouais. C'est dommage. C'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est un des éléments qui l'explique, ouais. C'est compliqué le bebop. Il y a eu plein de trucs. Oui, mais il y a différentes périodes dans le bebop aussi. Hein. Ouais. Et de toute cette époque, il y a d'autres artistes qui t'émeuvent? Alors moi, oui, bien sûr. Je suis sensible à certains instruments, mais selon les jours, j'ai envie d'écouter certaines choses ou moins. Alors, il y a des jours, j'ai vraiment envie d'écouter une petite clarinette. Alors, je suis servi. Hein. J'ai Benny Goodman, j'ai Artie Shaw, j'en ai. Hein, après, si je veux écouter un sax tranquille ou qui envoie plus, voilà, je choisis Lester Young. Toi, toutes les pointures. Et selon les périodes, mais les jours, t'es pas toujours de même humeur. Et des jours, tu as envie qu'un truc qui te réveille ou tu es d'enthousiasme. Ouais, il y avait tellement de bons musiciens. Et puis... Ces grands orchestres, ils ont formé, souvent ils ont tourné avec différentes formules. Ils ont l'époque, les grands orchestres, puis après ils ont évolué sur des petits orchestres, même des trios. Et puis, alors selon tes jours, tu peux écouter ce que tu veux. Hein. Qu'est-ce que tu penses des groupes de swing que moi j'appelle modernes? Enfin, ils sont contemporains. C'est des orchestres qui ont 5-10 ans. Alors, en France, on est très très bien servi. Hein. On a une superbe scène de groupes. Les Hot Sugar Band, les Hot Swing Sextet, Carolina Reapers. Là, on est à Lyon, Juki, le Swing Up Orchestra, etc. Est-ce que les Swing Shorters, est-ce que tu t'y retrouves, toi, sur ces groupes-là? Complètement. Mais en plus, je trouve que leur tâche, elle est très très dure. Elle est très très dure, leur tâche. Donc, je suis très indulgent. Parce qu'ils doivent faire des arrangements pour 6-7 musiciens, alors que tous les grands big bands, ils avaient 15 musiciens. Et il faut que ça sonne, et ça sonne pas creux. Donc je trouve vraiment, vraiment méritant. Hein. C'est ça la difficulté, c'est de faire des arrangements. Et puis, comment être novateur sans faire de la plagiat? Parce que la plagiat, elle sera toujours mauvaise. Ouais. Un plagiat de Count Basie, mon pote, si tu fais pas un arrangement un peu personnel, personnel mais pas trop original pour pas trop nous perturber, nous, en tant que pauvres danseurs qui avons besoin de quelque chose de rassurant, c'est compliqué. Je trouve que leur tâche est compliquée. C'est compliqué. Je trouve que c'est pas simple. Mais je trouve qu'il y a une nouvelle génération. En plus, c'est des musiciens assez jeunes, donc ça, c'est rassurant et motivant. Ouais, ils ont la plupart entre 20 et 30 ans, la trentaine, aux alentours de la trentaine. C'est génial qu'ils s'y remettent. Ils vont apporter quelque chose de nouveau. Je suis impatient de voir ce qu'ils vont apporter. En fait, voilà. Je suis impatient. Mais tant mieux, quoi. C'était temps qu'il y ait des nouveaux jeunes musiciens. Tant mieux. Tant mieux. Et puisque la société, la communauté l'indie quand même grandit, il y aura certainement parce que s'ils travaillent, pour les motiver à travailler, il faut des contrats, il n'y a rien à faire. Oui. Alors, tu ne vas pas répéter des heures et des heures si tu as un contrat par an. Hein. Parce que la réalité de la vie actuelle n'est pas évidente. Oui. Ouais, déjà que hors Covid, c'était compliqué, mais là... Ouais, peu. Donc, tu vas leur demander de travailler, de faire des arrangements pour 5, 6... Allez, plus il y a de musiciens, évidemment, plus le contrat est élevé et plus les organisateurs tirent. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire venir Paul Chéron et son orchestre à Tuxedo à l'époque, parce que j'avais une super association, que Paul Chéron, il travaillait énormément à l'époque, il avait son grand orchestre. Et je m'en félicite. Et puis en plus, j'ai eu la chance d'être à une époque où il avait du travail et que c'était accessible. C'était vraiment... C'était pas donné, mais c'était à un prix raisonnable. J'ai eu quand même le big band de Tuxedo de Paul Chéron au complet. C'est rare. Hein, c'est 15 musiciens. Ouais. Moi, je me rends compte, tu vois, en 11 ans de pratique, c'est pas tous les 4 matins que j'ai pu danser sur des big bands en live. Complètement, ouais. Ça arrive pas tout le temps.
c'est conséquent pour un festival sur un week-end d'employer un big band. Et du coup, c'est pas tous les jours. Je pense au NP Big Band d'Italie. Je crois qu'ils sont de Milan ou un truc comme ça, ou de Gênes. Oui, je crois qu'ils sont de Gênes. Je me demande s'ils sont pas 20, 25. C'est beaucoup parce que... Enfin, 20 au moins sûr. C'est vraiment le gros... C'est eux qui jouent souvent pour le Rock That Swing en Allemagne. Et Olivier et Natacha les font venir quand il y a le Balboa on the Promenade. Chapeau, parce que c'est pas évident à faire un musicien. 15 déjà c'est beaucoup, mais je trouve 20 c'est... Après, niveau de la route, c'est pas très loin. Gênes, Cannes, ça se va, ça se fait. D'abord, après, tu as tous les impératifs techniques et c'est quand même des frais. Tout devient compliqué. Tout devient lourd, tout devient tout est multiplié par 4, 5. Faut le logement, la bouffe, les contrats, la place, l'infrastructure technique, tout quoi. Mais bon, un groupe, si les groupes est bien équilibré, à 5-6, il peut très bien déménager. Il faut qu'il fasse des arrangements qui lui conviennent. Et, à Lyon, Joukil, j'ai discuté plusieurs fois avec lui, il se bat là-dessus, quoi. Il faut qu'il trouve des arrangements pour compenser le manque de musique. Enfin, tous les groupes sont dans cette dynamique. Tous les groupes sont dans cette dynamique de trouver des arrangements pour compenser le manque de monde. T'as pas les riffs avec 6 trompettes, hein, t'as une trompette, quoi. C'est ça. Derrière, c'est compliqué pour eux. Donc, vraiment, chapeau à eux. Et dès qu'il y a des groupes, de toute façon, je recherche ça, danser sur du live. Il y a ça pas de prix, quoi. C'est la vie, voilà. Un vrai musique, ça, c'est la vie, voilà. Dès qu'on peut, si c'est possible. Même si apparemment le disque, il sera régulier, plus propre. Non, mais il vient jouer avec des vrais musiciens, ça vit, voilà. C'est le visio et le présentiel. Tout à fait, c'est ça. On est en plein là-dedans. Je ne peux plus de ces mots-là. Une question un petit peu compliquée, pas un petit peu, très compliquée. Entre le moment où toi, en tant que pionnier qui a amené un ensemble de dance swing en France alors qu'il n'y avait rien, comment tu as vu évoluer tout ça si là maintenant je te demande de faire un peu le bilan, comment est-ce que tu trouves que tout ça a bien évolué? Est-ce qu'il y a des choses sur comment tu observes la scène swing qui est en train de se dérouler? Alors là elle est en pause et tout ça, mais jusqu'à là, est-ce que il y a des choses que tu as relevées qui te déplaisent ou tu n'as pas aimé comment ça a vrillé, ou est-ce que tu trouves que ça va dans le bon sens? Comme tu disais, pour les groupes, par exemple, c'est très encourageant, mais est-ce qu'il en va de même pour la scène des danseurs? Alors déjà, je suis scié à la base. Je suis complètement... J'en reviens pas de l'évolution. Oui, tu peux. Mais moi, imagine, on avait fait un petit triangle. C'était Montpellier, Toulouse, Paris, Lyon. Alors, t'imagines le Lindy, comment il s'est développé. Il y en avait, et quand je vois la carte, j'ai été quand même quelques fois errant, quand je vois la carte où ils mettent les punaises qui correspondent aux villes où il y a du Lindy Hop, mais j'en suis, mais jamais j'aurais pu penser cette évolution. Donc déjà, j'ai fait partie de cette histoire, voilà. Et j'en suis content. Enfin, je veux dire, la vie passe et tu te dis, ouais, quand même, j'ai posé une pierre à l'édifice. Ah là, après, t'as posé l'édifice même. Donc ça, déjà, je suis scié par l'évolution. On doit en être depuis mon époque à la 4e génération, tu vois. Alors, bien sûr, il y a eu la première génération, dont je faisais partie, après la 2e. Donc, on doit en être à la 4e. Oh, même 5e. D'accord, facile, 5e génération. Donc t'imagines, c'est pas la même époque. Donc, quand on a commencé, il n'y avait pas le portable. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... je ne sais même pas si on filmait, je ne m'en rappelle plus, avec des vieilles caméras aussi. Donc la technologie a tellement évolué, ça a permis même le développement. Faut reconnaître que grâce aux moyens actuels, l'évolution est plus facile. Oui. Après, comment ça a évolué? Et puis l'avion low cost aussi. Ah oui, ça c'est sûr. C'est tout con. Hier, on faisait une table ronde, on en discutait. Le low cost a fait que d'un coup, on peut accéder aux pays d'Europe qui sont assez proches, mais qui seront trop loin en bagnole. Ce serait vraiment quand même compliqué sur un week-end. Après, ça donne d'autres problèmes, mais bon. Évidemment que s'il n'y a pas de moyen de locomotion aussi facile, tu ne peux pas aller au bout du monde. Hein. Non, c'est sûr. C'est clair que là,
les workshops, ils ont poussé de partout. Il y en a, c'est hallucinant. Il y a beaucoup de villes, je sais pas, il y a du Lindy Hop à Niort, à La Rochelle. Mais, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé, j'avais tellement aucune arrière-pensée. Je veux dire, c'était le seul, c'était partager un beau moment avec les autres. Voilà, c'était ça mon truc, et transmettre. Je peux pas te dire que j'ai enseigné à un tel, non, je lui ai transmis le bâton, et puis je lui ai dit je t'aide et je te soutiens, et à toi de jouer. C'est pour ça que finalement, je pense, c'est pour ça aussi que cette mentalité a permis aux autres de pouvoir. J'ai me brimer un élève ou un professeur en lui disant c'est moi qui t'ai appris, tu me dois quelque chose. Mais non, pas du tout, tu me dois rien du tout. Enfin, j'étais là comme ça, et puis mais ma fierté, on va dire, une fierté, une seule. Vraiment, la seule que je peux avoir, c'est que les gens qui m'ont côtoyé, personne n'a arrêté. Oui. Pas une personne peut te dire, j'étais à un de ces cours, et puis non, mais c'est pas pour moi. Enfin, non, j'arrête le Lindy. Ça me plaît pas, ça m'ennuie. C'est la musique est mauvaise, le prof il m'emmerde, ou je sais pas. Et tous les gens, comme tu dis, les mousquetaires, dès qu'ils sont venus une fois, ils ont eu qu'une envie, c'est de le refaire. Donc certainement, je devais communiquer quelque chose qui donnait envie. Comme moi, quand j'étais à Londres, que j'ai vu les Ladybugs avec Angela, tout ça, j'ai dit mais non, mais je veux faire ça, mais c'est ça que j'attendais, quoi. C'est comme si j'attendais ça. Et ça, c'est ma fierté, que les gens n'ont pas arrêté. Enfin, déjà la première génération, parce que la deuxième, je ne sais pas, mais eux-mêmes ont dû transmettre ça à une deuxième génération. Et j'ai donné cet élan positif de générosité ou d'envie. Quand tu discutes avec un Gilbert Caden, j'ai discuté il n'y a pas longtemps, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas eu au téléphone, il a toujours le même enthousiasme. Oui. Donc, est-ce que c'est le hasard parce qu'on avait nous-mêmes le même enthousiasme? Je ne sais pas, mais quand tu regardes sur Internet, ils ont tous le même envie de reprendre leur cours. Donc, on avait tous cet enthousiasme, cette lumière. Ouais. Comme dit this little light of mine. Ouais, le feu sacré, quoi. le mojo, le fire inside me. Non, mais c'est ça, cette petite lueur de lumière. Et donc, comment ça a évolué? Je ne peux pas tellement juger parce que ça évolue. Chaque génération a sa propre approche des choses. Tu ne peux rien gérer. Tu peux juste donner. C'est compliqué à gérer les gens, dans quel sens ils veulent aller. Maintenant, ils veulent flasher. On est dans l'époque de la communication, dans l'apparat, donc ça change de la mentalité où j'étais à Londres, où tout le monde dansait avec tout le monde, grand, petit, gros, maigre. Tu danses et éclate-toi. On n'en est pas là actuellement. On va peut-être y revenir parce que c'est tellement ennuyeux d'avoir des soirées où tout le monde se montre et veulent faire les beaux. Oui. Qu'on va peut-être revenir à du simple. Oh, j'aimerais bien. Voilà. Et où l'important, c'est pas ce que tu fais, mais c'est comment tu fais. Voilà. Then what you do, the way that you do it. Et c'est ça. On s'en fout ce que tu fais, mais fais-le avec une mentalité de partage et d'envie de... Parce que seul, tu n'as qu'à rester dans ton salon et tu danses avec ta cavalière. Mais si c'est pour te montrer, d'accord, mais c'est bien. Tu te montres, tu fais un show. Je viens, je paye un show et je vois ton show. Mais en soirée... Bon, mais c'est ça le problème. Bon, ouais, voilà. C'est ça que je regrette actuellement, c'est que sur une piste, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. C'est l'énergie ou pas que tu as sur une piste de danse. Ouais. Il y a des soirées, tu sens qu'il n'y a aucune énergie. Enfin, ça danse comme ça. C'est comme si je sais pas. C'est très particulier. Mais c'est dur d'avoir toujours cette énergie. Mais c'est un ensemble d'éléments qui sont incontrôlables, qui font que qu'est-ce qui se passe sur une piste de danse. Ouais. Des fois, jusqu'au point que... Personnellement, je te donne une expérience personnelle. Sur une piste, je ne me mets pas n'importe où. Je choisis à côté de qui je vais danser. Parce que si le danseur à côté de moi, il me donne des mauvaises énergies, je ne vais pas pouvoir danser ou je ne vais pas être confortable. Je choisis un endroit où il y a des gens qui ont le même trip que moi. Ouais. Et ça, je fais hyper gaffe. Ouais. Je ne me mets pas là n'importe où par hasard. Je dis celui-là, là. Non, je vais me mettre de l'autre côté. Bon, il me fait rien. J'ai jamais fait gaffe à ça, moi. Je fais gaffe. Bon, mais... Après, ici, le seul truc, c'est des fois, si l'orchestre il est super kiffant, j'ai envie d'être quand même assez proche. Bien sûr, ça aussi, j'en tiens compte. Pour être en lien avec eux. Bien sûr. Sinon... Mais sur une piste, on n'a pas tous... Mais t'as raison, des fois, il y a des mauvaises ondes on n'est pas suivant tous à côté de qui tu es, quoi. De la même manière. Et puis, tu as des personnes, quand ils sont sur une piste, tu sens l'âme qui est là, qui va rayonner, qui va aussi rayonner sur les autres. Ça va dans un sens et dans l'autre. Ouais. Mais selon chacun, on est plus ou moins sensible à ça. Mais moi, je suis hyper sensible à ça. Ouais.
Donc je suis sensitif, hein, je peux pas. Il n'y a pas que l'intellect, il y a sentir ce qui se passe. Et des fois, tu peux te sentir même mal à l'aise. Des fois, tu as l'impression que vraiment tu as un couple qui s'acharne sur toi. Ils t'envoient leur swing out dessus. Tu te pousses, tu sais, pour faire bon, c'est bon, je m'adapte. Et paf, ils recommencent. Tu fais non, mais là, vraiment, vous m'en voulez, quoi. C'est pas possible. Et en fait, non, mais ça arrive, quoi. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Donc je peux pas. Je juge. Je trouve ça dommage un petit peu, mais ça va revenir. Enfin, le Lindy pour moi c'est une danse sociale. Donc viens et éclate-toi et danse. Bon, si tu peux prendre quelques cours pour pas être trop. Mais je retiens, c'est ce qui m'a plu au départ. Quoi. Voilà, c'était à Londres, ça dansait, et les gens avaient tous des styles différents parce qu'ils venaient tous d'horizons. Il y en a qui étaient plus rock'n'roll, l'autre plus jazzy, l'autre plus. Mais peu importe, voilà. Et peu importe, au contraire, tant mieux. Moi, c'est ce que je recherche. Donc, c'est ce que je trouve dommage. Et c'est peut-être à nous de revenir un peu sur les pistes pour redonner cette. Voilà, je pense il est temps que je revienne un peu sur les. J'ai envie, en plus, avec cette frustration de 2 ans où on n'a rien fait. Ouais. Et puis. La vie passe, on a tous des échecs ou des déserts, on passe des déserts, et ça permet de grandir. Hein. C'est les étapes dans le désert te permettent d'avancer vers autre chose. Et j'ai envie de redanser, de peut-être voir des jeux de tête ou des anciennes têtes, mais j'ai envie de redanser là, avec des orchestres, j'ai envie de revivre ces moments. Peut-être différents, mais et puis peut-être en dansant, moi-même donner une énergie qui permette à tout le monde de se sentir bien, parce que c'est quoi danser sur une piste de danse ensemble? C'est un partage, on est au même moment, au tenté, sur les mêmes émotions. Donc, essayons que ces émotions nous amènent vers des bonnes sensations, quoi. C'est comme ça le but final. Ben oui. C'est beau ce que tu dis. je suis ému, moi. On arrive gentiment vers la fin. J'ai pour habitude de demander aux interviewés un conseil. Est-ce que tu as je vois pas d'autres mots, un conseil à donner pour soit des gens qui débuteraient dans les danses, dans l'organisation, peu importe, quelqu'un qui veut mettre un pied dans cet univers-là. Est-ce que tu as une astuce, une anecdote ou un conseil à donner, quelque chose? Alors, c'est compliqué, hein. Mais déjà, ne fais pas ça par intérêt, fais ça vraiment par conviction. Et quand on a une bonne mentalité, qu'on fait les choses avec le cœur, avec du bon cœur, une bonne âme, je crois que tout peut réussir. Dès qu'on a une arrière-pensée, je vais faire ça par intérêt, parce que l'autre il fait ça, que je vais être rival. Alors là, pour moi, hein, à plus ou moins long terme, c'est mort. Par contre, si tu fais ça avec du cœur, parce que le swing, c'est comme une période, c'est particulier ce swing, c'est particulier. C'est une période particulière, une approche particulière. C'est une question de mentalité. Voilà, il faut garder un bon esprit. Ouais. Et si tu as du cœur et un bon esprit, tout va marcher. En tout cas, moi, je fais juste le partage de mon expérience. Je vais à New York, je vais au festival de Frankie Manning. Le soir, je vais dans un club de claquettes. Pas de tap dance, hein. C'est un clin d'œil. Et qui était tenu qui s'appelait La Cave, qui était considéré comme le conservatoire de claquettes. C'est-à-dire que les plus grands et les nouveaux, tout le monde se retrouvait là-bas pour faire du tap jam. Je rencontre une Française, je lui dis, j'y vais spontanément, je vais la voir. Elle s'appelait Ginger de Paris. Un petit clin d'œil à Ginger de Rogers. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui explique. Et elle me dit, mais viens à la maison, je vais te montrer ce qui se passe en claquette à New York. Mais tout ça avec tellement peu d'arrière-pensée, de spontanéité, que j'ai été chez elle. Elle m'a donné des vidéos, elle m'a montré ce qui se passait à New York. Elle avait qu'une envie elle-même de partager, parce que moi-même, j'étais dans la même dynamique. Donc je me suis enrichi, et c'est pas pour un intérêt, tiens, celui-là, je voulais faire donner des cours, ça va me rapporter tant. Je trouve que c'est dommage de partir comme ça. Ouais. Et Ginger, quand j'ai fait mon propre festival, j'ai fait venir Ginger de Paris. Et voilà, le conseil, éclatez-vous, parce que le Lindy, c'est une source incroyable d'éclat, et on n'a pas besoin de substances illicites pour s'éclater. Et je peux dire que même des fois,
on doit faire des jaloux parce que quand on voit des Lindy Hoppers qui se éclatent sur une piste, on fait des jaloux. Donc, c'est qu'il y a une raison. Donc, tout le monde, quand on voit des Lindy Hoppers, généralement, tout le monde a envie de faire du Lindy. Ouais, c'est très... Donc, si c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et que ce qu'on est en train de faire n'est pas seulement des pas, mais c'est certainement fait partie d'une histoire, d'une âme de jazz, d'une histoire du jazz où le jazz, c'est pas seulement de la musique, mais c'est behave, c'est une manière d'être. Voilà. Et je trouve que c'est ça qu'il ne faut pas perdre, il faut trouver l'essence du jazz. Et peut-être la jeune génération devrait penser à ça. Qu'est-ce que c'est le jazz? Et donc, retrouver l'esprit du jazz et l'âme du jazz. Vous savez qu'elle est à la Nouvelle-Orléans, les gars, ils savent danser, pas danser, tout le monde bouge et il y a quelque chose qui se passe. Et en Lindy, on doit regarder ça. On doit regarder ça et pas penser à faire un show quand on est sur la piste de danse. Voilà, les petits conseils. Hein. C'était parfait. Du jour. C'était parfait. Et, merci Julien de cette interview parce que ça me fait aussi très plaisir de pouvoir partager. Avant de finir, je remercie les gens qui m'ont aidé dans ma démarche, dans mon parcours. Évidemment, les Anglais, les filles qui étaient avec moi, les Parisiennes, les fameuses Parisiennes, Angela, Andrew, parce qu'elle a beaucoup aidé, elle a beaucoup participé au développement du jazz en France. Ouais. Elle était à l'époque avec son partenaire Ronnie Slide. Ronnie, je ne sais pas s'il est toujours dans la scène, mais il a beaucoup fait. Mais Angela a travaillé à Paris, elle a travaillé du fait qu'on avait sympathisé au départ. Juste sympathiser et je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Elle a beaucoup formé, elle est beaucoup venue à Toulouse, elle a beaucoup travaillé à Montpellier avec Gilbert Caden et aussi avec Gilles et Myriam, peut-être un peu moins. Il y a des gens comme ça dans mon parcours qui nous ont aidés. Évidemment, Rob Aaron, après qui a beaucoup travaillé avec Gilbert, mais on leur doit beaucoup dans le développement du Lindy en France. Ouais. Et seul, je sais que j'ai une part, mais seul, on ne fait rien. Voilà. Et entourez-vous de gens sains. Et puis quand vous voyez que ces gens-là veulent à leur tour faire des choses, laissez-les, accompagnez-les, parce que c'est, on ne peut pas, les gens qui ont envie de faire des choses de leur propre gré, bienvenue. Et c'est pas des concurrences, ils vont faire partie de la famille. Ouais, c'était bien dit. Merci beaucoup, Franck. Merci, Julien. Et count up the Lindy Hop. Blah, blah, swing, blah, blah.